je suis Cassie Garot et je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Tout en nuances, le podcast qui adoucit votre relation au corps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois Léa. Alors aujourd'hui, mon invité a choisi de témoigner à visage découvert, si je puis dire. Son projet professionnel étant en corrélation directe avec le sujet du podcast, il nous a semblé normal de mettre en lumière autant son histoire de vie que le sujet qu'elle porte et met en œuvre. Un grand merci pour ton temps et ta confiance. Pour vous en dire un peu plus sur elle, elle est diététicienne nutritionniste et coach sportif. La mission qu'elle s'est donnée est d'aider les sportifs à optimiser leur composition corporelle pour être plus performants au quotidien grâce à un coaching personnalisé sans restriction ni comptage de calories. Vous pouvez retrouver un lien vers son compte Instagram dans la description de cet épisode si ces activités vous intéressent. Lors de notre entretien, nous avons notamment abordé son parcours de vie et de santé autour de ses troubles digestifs, la charge mentale que cela engendre, les tabous qui subsistent sur ce sujet, qui plus est quand on est jeune, l'importance de s'observer soi et son arbre généalogique pour se comprendre et prendre soin de soi, même dans un objectif de performance sportive. Et on a également évoqué son chemin vers le CrossFit et le sens qu'elle veut donner à son projet professionnel. Je vous souhaite une bonne écoute. Ok, on est parti ? Ouais, parfait. Alors pour commencer, j'ai envie de te proposer de me dire qu'est-ce qui t'a fait accepter l'invitation dans le podcast ? Tout simplement parce que j'ai vu la puissance des témoignages des gens en podcast sur moi, sur l'importance de partager son histoire, parce que souvent en partageant sa propre histoire, on parle aussi des autres et c'est bien aussi de pouvoir faire des liens et se sentir beaucoup moins seul. Donc si en partageant mon histoire, je peux en aider d'autres, je serais vraiment ravie. Chouette, merci. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le sujet ? Déjà, la relation au corps, pour moi, c'est vraiment très important. Et de moi-même, j'ai mon projet qui est autour des femmes. Et même si c'est autour du sport, c'est quand même lié à ça. Et je vois l'importance et l'impact que ça a, tout ce qui est relation au corps, relation à soi, comment ça impacte absolument tout dans notre quotidien en tant que personne. Et donc, vraiment, c'est important pour moi d'en parler. Est-ce que tu veux décrire un peu ce qui t'a mené à ton propre projet ? C'est long. Pas grave, on a le temps. Par où commencer Comment dire? Je sais que je voulais travailler avec les femmes parce que justement, j'ai rencontré des problématiques dans ma vie, des problématiques, de santé, des problématiques féminines, vraiment un peu sur tous les plans et donc je voulais parler aux femmes. Non pas que je mets les hommes de côté ou quoi, mais vraiment parce que, il y a quelque chose chez les femmes qui me passionne beaucoup et parce qu'on se comprend entre femmes tout simplement et donc pouvoir parler à travers, le sport qui est mon domaine et la nutrition, pouvoir parler aussi, de la relation au corps. Comme je disais, c'est lié. Donc si je peux faire le lien entre tout ça, c'est très important. Sur ton chemin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être certains événements qui t'ont mené à ce que ça prenne une place centrale, cette relation au corps ? Oui, alors, je sais pas par où commencer. On va essayer de commencer par, le début, hein, l'enfance. Cette période qui peut être, assez compliquée. Sur le coup, je pense que dans l'enfance, même si c'est même sûr, on réalise pas forcément, l'impact des mots, l'impact de la famille, l'impact de tout ça sur nous et puis on grandit. Puis un jour, on se rend compte qu'il y a peut-être une problématique. Tout d'un coup, on perd, beaucoup de poids. Moi, j'ai perdu quelque chose comme 8 kilos. Je suis tombée, dans l'anorexie mentale et physique, mais pas non plus extrême, mais c'était vraiment, mental. J'ai perdu énormément de poids, je m'en suis pas rendu compte du tout. C'était une période de ma vie où j'ai fait un blackout et en fait, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, hein. Sur le moment, on s'en rend pas compte. Donc c'était une période, voilà, de TCA, assez compliquée avec, le lycée, sortie du collège, le lycée, les relations amoureuses, les premières relations, un copain qui était, à distance, enfin assez compliqué, assez complexe, voilà. Donc ensuite, j'ai eu des troubles digestifs. À la suite des troubles digestifs, j'ai eu des troubles gynécologiques et un jour, je me suis dit: «Il y a un gros problème. Ma santé ne suit pas du tout et il faut faire quelque chose» et à côté de ça, j'avais pas d'aide. Disons que j'avais de l'aide. J'avais le soutien de ma famille,
Mais vu qu'ils étaient pas ma situation, ils pouvaient pas forcément comprendre. On peut jamais vraiment comprendre quand on vit pas la situation. Et donc, même si, ils me soutenaient et même si ils m'aidaient dans un certain sens, je voulais une équipe médicale, chercher une équipe médicale pour m'aider. Toutes les personnes qui ont un trouble, des troubles digestifs sauront à quel point c'est compliqué de se faire suivre en général et de trouver, de l'aide, vraiment, et de trouver, du support. Et donc en fait, j'ai cherché comme ça pendant des années, parce que mes troubles digestifs ont quand même commencé en 2016. Donc jusqu'en 2020 à peu près, voire bien après, j'ai cherché, par-ci par-là de l'aide, aller voir des médecins, des gastro-entérologues, des personnes qui pouvaient, répondre à mes questions. J'en ai pas trouvé ou pas vraiment ce que je voulais, souvent on me disait: «C'est dans ta tête, c'est pas bien grave, voilà, c'est le stress et cetera», et moi je me disais: enfin, oui, je veux bien qu'il y ait une part de psycho là-dedans, mais il y a pas que ça. Donc voilà, j'ai cheminé comme ça, puis je me suis rendu compte que, si l'équipe médicale pouvait pas forcément m'aider, c'était à moi d'aller chercher des réponses et des solutions, ailleurs. Donc j'ai vraiment cheminé, de mon côté, recherché pendant des heures et des heures sur internet, les réponses à mes questions. Et à côté de ça, j'avais commencé, à réfléchir sur, tout ce qui est contraception, parce que à cette période-là, moi, j'ai été mise sous pilule. J'ai été sous pilule à partir de mes 12 ans, je crois. Donc de mes 12 ans, jusqu'en 2021, donc bien 12 ans de pilule, quoi. Je me suis dit, en plus avec mes troubles digestifs à côté, je me suis dit: «Bon, là, il est temps d'arrêter, peut-être que la pilule ne me fait pas, tant de bien que ça». Donc j'ai arrêté la pilule et c'est là que je me suis rendu compte que, j'avais des troubles gynécologiques. Pendant, là, je suis toujours en aménorrhée, donc ça fait 1 an que je suis en aménorrhée, et donc l'aménorrhée, les troubles digestifs et tous ces bouleversements-là, plus le côté, j'ai ma vie personnelle, ma vie professionnelle à côté, font que, ça faisait un méli-mélo de beaucoup trop de choses et une charge mentale énorme. Voilà, j'ai essayé de chercher des solutions et j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des réponses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si à travers mon projet, à travers le sport et la nutrition, je peux donner aussi, des réponses à des femmes qui sont comme moi, c'est vraiment ça que je veux. Donc, si je comprends bien, dans ton parcours, déjà il y a une errance médicale qui malheureusement est trop commune. On peut chercher longtemps. J'ai envie de préciser aussi que parfois on peut avoir de la difficulté à trouver quelqu'un qui nous entend et qui prend la peine d'aller au-delà de c'est dans la tête, etc. Il y a plein de troubles qui sont dans la tête. Mais c'est pas une vue de l'esprit que c'est extrêmement. Il y a des troubles qui sont extrêmement sous-diagnostiqués, ne serait-ce que les crises cardiaques au féminin, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes symptômes qui sont décrits au niveau pédagogique pour alerter le grand public. C'est pas les mêmes pour les femmes. Quand on voit la problématique de l'endométriose, où la moyenne c'est 7 ans d'errance avant d'être diagnostiquée, c'est 7 ans de douleur surtout, c'est 7 ans d'un parcours du combattant, et ça devrait pas être le cas. Et parfois, on peut trouver des médecins, mais on peut aussi demander un deuxième avis. C'est important de trouver un médecin qui nous convient et pas d'écouter aveuglément, parce qu'on peut se remettre beaucoup en question aussi, j'imagine, quand on se reçoit c'est dans ta tête, je pense qu'on a tous le réflexe de dire peut-être qu'il y a une part de vérité. Et effectivement, elle n'est pas à exclure parce qu'il y a plein de choses qui se jouent au niveau psychologique en lien avec le corps, justement. Pour autant, c'est intéressant d'aller voir aussi qu'il y a des choses à traiter, il y a des symptômes à aller soulager, et que c'est précieux de trouver des bons professionnels, et il y en a plein, bien de le souligner aussi. Mais voilà, c'est fou d'en arriver à devenir expert de sa propre pathologie pour trouver quelqu'un avec qui on peut échanger sans être mis en question pour le coup. C'est carrément ça. C'est ça. Moi, j'ai mis, du temps à trouver, un médecin. Enfin déjà, faut remettre le contexte, parce que j'étais quand même jeune. La première fois que je suis allée voir un médecin, c'était mon médecin généraliste. Je lui ai dit: j'ai des troubles digestifs, j'ai la diarrhée, j'ai la constipation, j'ai des crampes». Il me disait: «C'est dans ta tête, on va donner, le parfait combo, Spasfon, Imodium et Doliprane», et voilà, ça c'était quand j'avais, quelque chose comme, 17-18 18 ans par là, et donc bon, tu te dis: «Bon,
on va faire avec. Et puis les troubles digestifs, bah, commencent à s'accentuer et tu te dis: «Bah, je veux bien que ce soit dans ma tête» parce que oui, j'ai une grande part de je suis quand même assez stressée et assez anxieuse. Pour autant, il y avait des choses, bah, qu'avant je digérais et que maintenant je digérais plus du tout, au point que je pouvais ne plus rien manger, je pouvais juste manger, bah, du riz, de la viande et c'est tout, mais quand c'était trop gras, trop de légumes, trop de fruits ou enfin trop, tout est relatif, hein. C'était juste un calvaire donc bah, voilà, j'ai essayé de chercher des solutions à droite à gauche, puis il y a quand même beaucoup de mois qui se sont passés entre. Puis un jour, je me suis dit: «Bon, j'en ai trop marre donc je vais voir un gastro-entérologue». Donc je me suis dit: «Un gastro-entérologue, c'est censé être une personne qui est vraiment experte sur le tube digestif et voilà et j'ai fait beaucoup d'examens, ça m'a bien aidée. Mais après, je me suis surtout rendu compte que quand on fait des examens, quand on fait beaucoup d'examens comme ça, souvent, il y a pas grand-chose qui se passe après. Ils vont pas forcément faire de lien entre toutes les analyses et en fait, c'est surtout ça, c'est l'aspect, ils prennent pas tout en compte. Jamais on m'a posé, de questions, bah, justement sur, mais est-ce que j'ai eu des TCA? Quel sport je fais? Jamais on m'a posé ce genre de questions. Juste on me dit: «Bon, bah, vous avez des troubles digestifs, on fait telles analyses, on regarde les analyses. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas bonnes?» Mais jamais on va faire de lien avec, le reste de ma vie et surtout avec mon histoire et donc c'est qu'après, avec les années, que je me suis rendu compte que, mon histoire a énormément d'importance dans l'apparition de mes troubles mais bon, quand tu es jeune et que en gros, tu viens de naître, tu le sais pas tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais amener les femmes à faire du lien avec leur histoire et ce qui se passe, en ce moment pour elles et donc voilà, j'ai rencontré une gastro-entérologue, j'ai fait ses analyses, puis ensuite, j'ai baissé les bras parce que je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être encore dans ma tête», même s'il y avait quelque chose dans les analyses qui n'allait pas forcément bien. Puis des années se sont passées et puis après je me suis encore dit: «Bon, allez, là, c'est bon, c'est troisième fois, on retente, on va un peu plus loin dans les analyses». Je suis repartie voir un autre, médecin généraliste, avec qui j'ai fait, d'autres analyses. Donc ça me permettait de compléter quand même, les analyses que j'avais pu faire avant. Mais pareil, on en revient toujours au point que, c'est courant, le syndrome d'intestin irritable, voilà, il faut adapter un peu votre alimentation et tout et je suis encore repartie de là, bon OK, on va voir, 2e gastro-entérologue. Donc là, par contre, j'ai forcé un peu le truc et je me suis dit, «J'aimerais vraiment, pouvoir faire, une coloscopie, une gastroscopie» et donc Dieu merci, elle m'a autorisée elle m'a autorisée. Elle m'a prescrit, de faire ces analyses-là. Donc me voilà à 22 ans, quelque chose comme ça, en train de faire une coloscopie au milieu de personnes qui ont peut-être, 70 ans et je et sur le coup, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Enfin, pour co com tu as le temps jusque-là quand même, toutes ces années, de te dire: «Mais comment j'en suis arrivée au point d'arriver à l'hôpital et de devoir faire une coloscopie à aussi jeune?» Alors que, par exemple, dans ma famille, bon, il y a quelques antécédents au niveau, gastro-intestinal, mais de là à être aussi jeune, faire une coloscopie, ça marque quoi. Enfin, c'est pas une opération, c'est pas un truc de ouf, mais c'est quand même, la préparation. Pour les personnes qui l'ont fait, je pense que tout le monde se souviendra de sa préparation à la coloscopie, gastroscopie. C'est quand même, une étape qui est vraiment pas drôle et donc ouais, voilà, j'ai fait ça et en fait, on s'est rendu compte que, j'avais quand même, une bactérie au niveau de l'estomac. Donc je me suis dit: «Bon, c'est déjà une 1re réponse, je suis pas complètement folle, j'ai vraiment un truc». Puis, voilà, donc ça, c'était le premier diagnostic et ensuite, j'ai adapté un peu mon alimentation. Puis en parallèle, moi, j'avais fait mes études, en diététique justement, donc je me renseignais de plus en plus sur la nutrition, sur le lien, nutrition, troubles digestifs, tout ça. On devient, comme tu disais, un patient expert, hein, un peu, malgré soi. On rencontre des gens, on va sur des groupes Facebook, on lit des livres, on suit des petites formations par-ci par-là. Après, j'étais étudiante et je gagnais pas énormément ma vie, donc je pouvais pas forcément investir, des tonnes d'argent dans des médecins, dans des analyses ou dans des formations. Donc je passe beaucoup d'heures sur internet à chercher, des réponses. Et ensuite je décide vraiment de m'orienter vers des personnes qui sont vraiment compétentes. Mais ces personnes-là, je les rencontre ou du moins j'en entends parler que parce que justement j'ai passé des heures sur internet à rechercher, des réponses et donc je décide,
c'était il y a 1 an et demi. Non, c'était l'année dernière, l'été dernier. De vraiment, de vraiment aller rencontrer une personne qui est spécialisée dans ça. Surtout que, bah, en parallèle, comme je te disais, j'avais arrêté la pilule, donc j'avais mon aménorrhée et donc là, je m'étais dit: «Bon, il y a vraiment un problème là, enfin, c'est pas juste les troubles digestifs, il y a vraiment quelque chose en fond qui va pas». Il y a et surtout moi, je me ressentais comme vraiment bizarre, comme pas moi, comme s'il y avait vraiment quelque chose au fond de moi, hormis la sphère, psychologique qui allait pas. Et donc cette personne-là m'a permis de chercher, de faire des analyses, mais des analyses vraiment, spécifiques et pas, généralistes et vraiment quelque chose de assez ciblé. Et donc là, on s'est rendu compte que, bah, toute ma sphère hormonale était complètement à plat et donc là, je me suis dit: «Bah, merci, enfin, j'ai un élément de réponse, si j'ai tous ces troubles, de santé, c'est aussi, par rapport à la sphère, hormonale qui suit pas. C'est pas forcément que ça, hein et du coup, ça me permettait de faire le lien avec beaucoup, beaucoup de choses et voilà quand on a à cette époque-là, j'avais 24 ans, enfin ouais 23-24 ans, là je me suis dit: «OK, donc j'ai 23-24 ans, j'ai plus de règles, j'ai des troubles digestifs, ma libido elle est complètement à plat. Heu, qu'est-ce que enfin comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je vais faire surtout pour m'en sortir?» parce que c'est bien d'avoir des réponses, mais après, avoir des solutions pour régler ça, c'est autre chose. Et donc là, moi, je remonte la pente mais je vois la la lumière au bout du tunnel, hein, comme on dit, mais c'était vraiment pas facile. C'est assez impressionnant le parcours que tu as pu avoir parce que ben, tout le monde n'est pas forcément en capacité d'aller chercher, donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas les réponses que tu as pu obtenir assez laborieusement. J'ai envie de souligner le fait que assez tôt, tu été suffisamment connecté à ton corps pour être en capacité de dire ben là j'ai des troubles digestifs de tel ou tel ordre. De ce que je constate, en fait, c'est pas une évidence pour tout le monde que de s'observer, tu vois, notamment si jeune comme tu le décris. Euh, et je trouve ça dommage que du coup ce soit pas soutenu par les sachants et ce soit pas cru. C'est un peu comme un enfant qui va dire j'ai vu ceci ou cela, et puis parce que c'est un enfant, on l'écoute pas, alors que pour le coup, tu es devenue patiente experte, mais dans le sens un peu médical, mais on est notre propre expert de nous-mêmes, on a notre spécificité, notre individualité. Et c'est pas parce on rentre par exemple dans la classe des femmes et donc qu'on est tout un peu hystérique et qu'on s'invente des maladies que c'est une vérité et on a nos spécificités. Et tu as finalement tout au long du chemin, tu as eu à la fois des freins parce que les gens t'écoutaient pas alors que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était là. Et puis en même temps, tu as eu la force de persévérer aussi. Et waouh, c'est inspirant et à la fois un peu triste d'en arriver à mettre autant d'énergie pour avoir simplement des réponses et un début de solution. Et le parcours est long, quoi. Oui, c'est très, très long. En même temps, je j'ai pas forcément 50 ans, mais j'en ai pas non plus, 10, et ça m'a pris, bien, 10 ans, enfin quelque chose comme ça, pour me permettre de faire du lien entre ce qui m'était arrivé et là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est sûr que, bah, j'ai eu des fluctuations, hein, forcément, hein. C'est pas mon parcours est pas lisse. Il y a des fois où j'ai complètement baissé les bras, il y a des fois où j'étais complètement motivée à reprendre «ma santé en main» entre guillemets. Pour autant, enfin, c'est quand ta vie, est je veux pas dire un enfer, hein, parce qu'il y a toujours plus grave que soi, mais c'était quand même c'était devenu, assez invivable et oui, parce que comme je te disais, je pouvais plus rien manger. Je mangeais, j'avais des crampes, je devais aller aux toilettes, parfois, j'allais pas aux toilettes justement. Il suffisait d'un tout petit événement stressant pour que 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 ça parte en crise énorme. Je pouvais plus aller au restaurant sans me dire: «Qu'est-ce qui va m'arriver?» Je pouvais plus rien faire. Enfin, je voulais pas forcément m'enfermer dans ce cercle vicieux, mais il y avait quand même ça. À chaque fois que je partais en vacances, je me disais: «Mais, est-ce que je vais trouver des toilettes? Qu'est-ce qu'on va manger? Je peux pas manger ça, parce que si je mange ça, potentiellement j'aurai une crise», et c'est un cercle vicieux qui se met en place, constamment
au début, je pouvais pas le nommer et je me disais: «Mais tu complètement folle, enfin, pourquoi à chaque fois que tu vas te déplacer quelque part, tu prends avec toi, une petite trousse à la pharmacie avec, remplie d'Imodium, de Spasfon, au cas où». C'est toujours le au cas où, hein, parce que voilà, mais le au cas où, il crée une charge mentale énorme et c'est ce qui, à la fin du compte, va causer parfois des crises alors que la crise n'avait même pas lieu d'être et donc au bout d'un moment, tu sais même plus si c'est ce que tu as mangé qui t'a causé la crise ou si c'est parce que tu as anticipé que tu allais potentiellement avoir une crise qui t'a causé la crise. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que mais c'était pas possible, je peux pas vivre toute ma vie comme ça, je peux pas juste manger du riz toute ma vie, je veux juste vivre normalement et pas juste, survivre et faire, du mieux que je peux. Donc je voulais vraiment trouver des solutions et pour juste vivre ma vie normalement et pouvoir être, comme une personne, normale, manger au restaurant normalement, pouvoir profiter normalement, pouvoir boire de l'alcool et manger une pizza sans que je parte aux toilettes, de suite après et par rapport en plus, y a avec mon aménorrhée qui s'est rajoutée après, je me suis dit: «Mais c'est pas normal, je peux pas avoir des troubles digestifs, ne plus avoir mes règles, avoir la fatigue d'une mamie de 90 ans tout le temps», alors que j'avais une vingtaine d'années. C'est juste, pas possible. Donc c'est un parcours qui est assez compliqué et je sais que je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là et justement, parce que je suis pas la seule dans ce cas-là, mon projet, est en lien avec ce genre de choses, même si, avant, je voulais me spécialiser dans les troubles digestifs. Aujourd'hui, j'ai élargi, aux femmes, mais plus précisément aux crossfiteuses parce que c'est mon sport. Pour autant, dans le projet que je crée, pour moi, c'est important de faire du lien avec tout ça parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont justement, ces troubles digestifs, ces troubles gynécologiques et qui, malgré tout, font du sport et font surtout du mieux qu'elles peuvent et ne savent pas forcément si elles ont un problème et comment le résoudre. Donc pour moi, c'est de leur amener les clés, et leur dire, «Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas folle, il y a quelque chose, vous êtes entendues. Je vais essayer de vous apporter les solutions et de faire en sorte, que vous compreniez surtout déjà, qu'est-ce qui vous arrive et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux». Mais, cette partie, comprendre, souvent elle est mise de côté et de suite on veut agir alors qu'il y a une phase, d'introspection, hein, quand même qui est très, très, très importante et justement tous ces troubles, de santé, je les appelle un peu comme, des cadeaux mal emballés, dans le sens où, c'est des cadeaux de la vie, hein, qui sont complètement pourris, mais sans eux, je ne serais pas là. Je ne serais pas là en train de créer un projet pour, justement les femmes et les aider à s'en sortir. Donc c'est important pour moi de leur faire comprendre que leur histoire, leur passé, veut vraiment dire quelque chose et à peut-être 99 expliquent pourquoi elles en sont là aujourd'hui et que si, elles ont des troubles digestifs et qu'elles ont pas un trouble, je sais pas moi, un trouble cardiaque, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une signification. La sphère digestive, a une signification. Après on y croit, on n'y croit pas, mais il y a beaucoup de choses qui passent par les différentes parties du corps et en fonction de là où on est «malade» entre guillemets, ça fait du lien avec beaucoup de choses et moi je l'ai compris que longtemps après, que par exemple, au niveau des troubles digestifs, si j'avais par exemple plus de diarrhée que de constipation, ce genre de choses, j'ai essayé de faire du lien avec qui j'étais moi et c'est vrai que j'ai compris que c'était parce que souvent je ne parle pas, je n'arrive pas à dire les choses, je renferme tout sur moi-même et donc je garde tout au fond de mon ventre et donc bizarrement, j'ai eu des troubles digestifs, donc j'ai eu des troubles dans mon ventre et encore une fois, j'ai eu des troubles au niveau de aux troubles gynécologiques, donc avec aussi, cette part, de ventre qui est liée et donc tout est au niveau de mon ventre et donc je me suis dit: «C'est bizarre que tout est lié à ça» et en même temps, j'ai toujours détesté ce ventre donc je me suis dit: «Bah, tiens, est-ce qu'il y aurait pas un truc à creuser, là-dedans?» Donc hormis le côté, purement, physiologique, pratico-pratique en gros bah, si tu as ce genre de maladie, oui, tu peux avoir, comment dire? Ta muqueuse, intestinale qui est mal en point, mais il y a aussi, la part, psycho et qui est liée à ça. Enfin, c'est plein de choses en gros et c'est complexe et à la fois c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. Ce que tu décris, il y a le côté un peu holistique. C'est aussi ça que toi, tu as compris à travers ton parcours. C'est que
les médecins qui étaient spécialistes, du coup, ils étaient spécialistes de telle ou telle part du corps sans prendre en compte la globalité. Or, c'est là-dedans que toi, tu t'es retrouvé. Et finalement, la médecine, si on part du principe qu'on va gérer les symptômes, ben, on ne gère pas l'amont, c'est-à-dire la cause du symptôme. Et effectivement, souvent, c'est le corps qui parle par rapport à l'émotionnel, par rapport au psychologique. Ça n'empêche qu'il faut traiter le physique et les conséquences qui vont avec, les symptômes plus ou moins sur la durée, selon le message, s'il est entendu ou pas. Mais tout ça a besoin d'être pris en compte. À certains moments, c'est nécessaire, par exemple dans l'urgence, de traiter le physique. Pour autant, si on ne va pas chercher la cause, c'est des choses qui deviennent chroniques. Et c'est super intéressant d'être allé. Je trouve ça courageux d'aller voir la signification parce que ça remet en cause si ça fait reprendre notre propre responsabilité dans notre rapport à notre corps. Ce qui n'est pas forcément une évidence puisque avec la médecine, souvent on va s'en remettre au sachant sans forcément avoir une part de responsabilité. Responsabilité n'est pas faute, on est d'accord. C'est simplement ce qui se présente. Est-ce qu'on le prend en considération? Est-ce qu'on essaye de chercher ce que ça signifie et d'aller plus loin? Tu décris finalement la charge mentale aussi que ça représente, notamment dans les troubles digestifs ou les troubles du comportement alimentaire, qui sont effectivement des notions très importantes où on n'imagine pas l'énergie qu'on met à anticiper ce qui peut se passer et à pallier au niveau social, au niveau relationnel, à, à toutes ces interférences qu'il peut y avoir dans des relations, entre guillemets, décrites comme normales, comme aller au restaurant. Ça devient tout un bloc de pensée qui vient et qui nécessite une logistique. Et c'est une charge mentale qui est importante à prendre en compte. Et conscientiser toute la charge que ça représente, ça peut aussi des fois être un levier pour faire évoluer la situation parce que des fois on peut s'habituer à quelque chose d'extrêmement inconfortable. Ok, j'ai trouvé plein de stratégies pour éviter d'aller au restaurant. C'est valable aussi quand on a un rapport compliqué avec son corps. Ben, j'ai une stratégie pour éviter d'aller à la piscine alors que les copains ils y vont, ou alors j'y vais mais pas enfin, je vais m'habiller de telle façon, je vais aller à tel endroit dans la piscine. Enfin, c'est fou, on n'imagine pas. Et quelle quantité d'énergie on pourrait mettre dans quelque chose de joyeux et qui soit pas lourd et dans une forme de résistance. Et ouais, la charge mentale, elle est impressionnante. Il y a un podcast d'ailleurs sur les troubles digestifs, il faudrait que je retrouve le nom, mais je le mettrai en description. Un podcast d'une comédienne française qui parle justement de troubles digestifs qu'elle a depuis très longtemps et de la charge mentale que ça représente de ça. Et c'est hyper intéressant. Et on ne sait pas quand on ne le vit pas, effectivement. Ben non, et justement, je sais même pas si on peut appeler ça un trouble, mais en gros, j'ai pu mettre des mots vraiment sur ce que c'était, ce côté un peu, oui, l'anxiété liée au côté social et quand on a des troubles digestifs, qui s'appelle la laxophobie. Mais justement, c'est grâce à mes recherches approfondies que je me suis rendu compte que, bah, tiens, en fait, ça a un nom. Je suis pas folle, il y a vraiment des gens qui sont comme moi et qui souffrent de laxophobie. Donc, la définition exacte, je la connais pas, mais en gros, c'est la peur de, il me semble que c'est la peur d'avoir une crise dans un lieu public et de pas trouver de toilette. Comme ça, quand on dit comme ça, même là, ça me fait rire parce que je me suis dit, mais c'est fou dans quel état on peut se mettre juste parce que, enfin, juste parce qu'on a des troubles digestifs. Et c'est ça que je me suis dit, mais ça va pas, enfin, c'est pas normal de se mettre dans des états comme ça. Et comme tu dis, ça crée une charge mentale je me faisais des scénarios horrible que personne dans mon entourage ne pouvait comprendre, hormis peut-être ma sœur, parce que ma sœur aussi a des troubles digestifs. Mais personne ne pouvait comprendre. Quand j'ai commencé justement les compétitions de CrossFit, parfois, il fallait découcher et dormir quelque part avant.
la compétition. Donc, qui dit compétition dit stress. Qui dit je dors pas chez moi dit comment je vais faire pour manger? Qu'est-ce que je vais manger? Si je mange ça, est-ce que je vais avoir des crises? Est-ce que je vais pas avoir des crises? Si j'ai une crise, comment on va me voir? Si pendant la compétition j'ai une crise, est-ce qu'il y aura assez de toilettes? Est-ce que enfin et toute cette charge mentale, enfin, ça, c'est juste lié à un événement, mais il faut savoir qu'à côté, bah, j'ai ma vie perso, j'ai ma vie pro et j'ai toute la charge mentale de tout le reste qui rentre en jeu et c'est juste invivable et à côté de ça, beh, il y a plein de petites briques qui s'ajoutent et qui font que la charge mentale, au bout d'un moment, elle est juste énorme et donc tu rentres dans un cercle vicieux où tu te dis: «Mais je suis anxieuse, tout le temps, en fait, tout le temps» et surtout que j'en devenais anxieuse de choses complètement banales, stupides. Le fait de prendre la voiture, de devoir passer dans des lieux que je connaissais pas ou j'en sais rien et ça se répercute, en fait, sur tous les aspects de ma vie, alors que ça n'avait aucun lien, de base et je me dis: «Mais c'est pas possible! Tu vas finir, vieille fille, stressée, rongée par, l'anxiété et le stress, malade comme jamais, c'est juste pas possible». Donc il est temps de mettre les mains dans le cambouis, d'aller chercher un peu, enfin un peu beaucoup même, l'origine de tous ces problèmes, même si ça va te bouleverser, même si ça peut faire mal, mais c'est la phase, obligatoire pour moi pour s'en sortir. Vraiment, d'aller, chercher, dans notre histoire, dans notre vie, notre passé, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que comme tu dis la responsabilité, et ça c'est, un grand sujet, hein, la responsabilité comme tu le dis, c'est pas, il y a pas, c'est pas culpabilisant, hein, c'est juste de se dire: «C'est pas ma faute, je suis juste responsable de ce qui m'arrive». C'est pas mal, c'est juste, se dire: «Bah, si je suis responsable de ce qui m'arrive, tant mieux, ça veut dire que je peux agir dessus». Donc vraiment, au début ça fait mal, tu te dis: «Mais j'ai pas voulu d'avoir des troubles digestifs, j'ai pas voulu perdre mes règles, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive pas à un autre?» Ou enfin, «Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, quelle faute dans ma vie j'ai fait pour en arriver là?» Et encore une fois, ça me fait penser à quand je dis que c'est un cadeau mal emballé, ça permet justement d'aller, par obligation quelque part et tant mieux, d'aller mettre, les mains dans le cambouis, dans son histoire et d'aller, chercher à comprendre pourquoi on en est là et donc c'est là que, j'ai cherché, par mes moyens, que j'ai découvert un peu tout ce qui était la sphère, du développement personnel, sans forcément rentrer dans des trucs, hyper perchés ou quoi. Juste comprendre mon histoire. Juste, comprendre, mon histoire et aussi celle de ma famille parce que c'est, forcément, hein, je suis pas née, toute seule, dans une cave, forcément j'ai grandi avec ma famille et j'ai grandi dans une famille qui est en or et je pense que comme, toutes les familles, il y a certaines, comment dire? Certains héritages que j'aurais pas forcément aimés et que justement que je cherche un peu à déconstruire pour, ne pas reproduire, ça sur mes, futurs enfants, si j'en ai et pour, en tout cas pour éviter qu'il s'en arrive, à certaines choses, notamment par rapport à la relation du corps. C'est en ça que la notion de responsabilité est super intéressante, c'est qu'effectivement, comme tu le décris, elle redonne le pouvoir et la puissance personnelle pour agir, pour changer sa situation. Et puis, c'est aussi une forme de liberté, c'est-à-dire se libérer soi-même de ce qu'on a pu hériter et qui n'est pas OK pour nous, et libérer potentiellement des générations futures de cet héritage-là. Et quand ça s'arrête avec nous, ça peut potentiellement être moins valable pour ceux d'après. Après, chacun sa croix, comme on dit. J'aimerais revenir sur deux choses que tu as dit. Tu parlais, du coup, on est sur la sphère digestive et gynécologique, entre autres. Est-ce que pour toi, le fait que ce soit si particulier, il y a la charge mentale autour, mais la charge mentale, elle est liée aussi au regard de la société sur tel ou tel comportement. Et en fait, que ce soit la sphère digestive ou la sphère gynécologique, ça reste des tabous. Les femmes ne vont pas aux toilettes et les règles, c'est sale. Enfin, je résume et je grossis le trait, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est encore pas du tout normalisé, alors que c'est juste physiologique, biologique, et c'est un fait. Le fait que ce soit un tabou, est-ce que ça favorise pas justement
le fait de se cacher et du coup de se rajouter cette charge mentale alors qu'on n'a pas besoin de suranticiper, par exemple, un accident une tache Mm. sur la culotte ou quelque chose comme ça, si c'était admis d'avoir une tache sur sa culotte. Ah, c'est sûr, il y a une grosse part de tabou. Et justement, mon projet, il est là aussi pour casser les tabous et pour pouvoir parler des choses dont on n'a pas envie de parler. Parce que, ben, oui, tout ce qui est au niveau de la culotte, c'est pas forcément sujet hyper glamour et hyper sexy à aborder. Pour autant, tout le monde fait caca, tout le monde fait pipi. Et les femmes ont toutes leurs règles s'il n'y a pas de problème. Donc, oui, par rapport aux troubles digestifs, il y a une grosse part de tabou et forcément, c'est pas quelque chose qu'on va aborder comme ça en soirée. «Hey, salut, si vous me voyez courir tout d'un coup, c'est parce que j'ai une crise et désolée pour l'odeur». Non, enfin, c'est vraiment pas, c'est vraiment très compliqué. Et il y a que les personnes qui sont proches en général qui le savent. Et même parfois, même les personnes proches savent pas forcément tout ou savent pas forcément ce qu'on vit ou pourquoi on agit comme on agit. Pourquoi quand tata Claudette, elle nous dit resserre-toi du gâteau pour la troisième fois, tu dis non, t'as pas envie de la vexer, mais en même temps, si tu te resserres ou quoi, tu peux avoir une crise et lui dire ben non, maman, enfin, tata Claudette, pardon, j'ai des troubles digestifs. Elle va dire bah moi aussi, ça m'arrive, parfois j'ai mal au ventre. Et si tu commences à rentrer dans le truc de bah non, en fait, parce que si j'ai ci, j'ai ça, machin, et si je fais ci, je fais ça. Enfin, tu rentres dans un truc, c'est hyper compliqué. Donc, même avec les proches, ça peut être super, super délicat. Et ils pourront pas comprendre, ou même s'ils essayent de comprendre, ça reste quand même super tabou. Donc, n'en parlons pas avec des personnes avec qui tu n'es pas proche, hein, les personnes, je sais pas moi, les camarades de classe, les collègues de bureau, peu importe. Pire, les gens que tu connais pas du tout, dans des lieux que tu connais pas du tout. Justement, c'est une grosse angoisse quand tu vas dans des lieux que tu connais pas, je sais pas moi, un centre commercial, parc d'attractions, peu importe, quand tu sors comme ça et que tu sais pas ce que tu vas manger, ce que tu peux pas anticiper ce que tu vas manger, ce que tu peux boire ou peu importe, c'est juste un calvaire. Et de pas pouvoir en parler, c'est aussi, c'est surtout ça rajoute encore une charge mentale parce que c'est compliqué. Après, je me suis rendu compte, tu vois, par exemple, là, je suis au Québec et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus décomplexés par rapport à ça. C'est culturel Au aussi. point que, bah, moi, je me dis, c'est oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'aussi en France, on a peut-être ce truc de bah, les sujets comme ça, faut surtout pas, faut pas en parler. C'est pas beau, c'est pas glamour, c'est pas très sexy. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus brut par rapport à ça, et notamment les femmes. Les femmes, elles parlent ouais, de caca, de paix comme ça. Moi, je généralise, hein, ça fait même pas 6 mois que je suis là, mais de ce que je me suis rendu compte quand même, on dirait que c'est différent. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse part de culture. Et oui, pour les troubles gynécologiques aussi, les règles, tout ça, c'est pas propre. Même moi, en tant que petite fille, bah, le jour où j'ai eu mes règles, j'étais dégoûtée. En plus, j'étais en vacances à la mer, enfin à l'océan, c'était horrible. Et heureusement que quand même ma mère, elle était aidante par rapport à ça. Mais je trouvais que c'était quand même pas. On me l'a jamais, en tant que petite fille, on nous a jamais vraiment expliqué concrètement que les règles, c'est pas sale, c'est pas grave. Et même si bon, on aborde en SVT tout ce qui est cycle menstruel, etc., en surface, on casse pas les tabous par rapport à ça. Et surtout, bah, moi, j'ai été mise sous pilule parce que justement, bah, j'avais des troubles hormonaux et j'avais énormément d'acné. Et donc, ça me permet aussi de faire le lien avec ben, l'acné. C'est aussi assez tabou. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va mieux, que l'acné, il y en a de plus en plus qui osent ben, se montrer, ou du moins trouver des remèdes un peu plus naturels que ce que j'ai pu avoir par rapport à ça. Et tant mieux, parce que, ouais, une femme à cet âge-là qui a énormément d'acné, je me trouvais ignoble, horrible, et c'est pour ça que je suis allée voir une dermato et qu'elle m'a mis sous pilule plus un traitement acnéique. Et donc c'est important pour moi de casser un peu les tabous par rapport à ça. Tu disais que c'était important pour toi le fait d'aller voir sa propre histoire pour le mettre en lien avec ce qui se passe dans le corps à l'instant T. Je te rejoins sur ça.
il y a quelque temps, j'ai fait des ateliers en lien avec la parentalité et je me suis rendu compte qu'on avait abordé notamment les besoins physiologiques de base. Et j'aimais beaucoup l'approche parce que l'approche était de dire, faites le constat de ce qui se passe pour votre enfant à l'instant T. Et puis, est-ce qu'on peut aller regarder, vous, votre propre histoire quand vous étiez enfant, comment ça se passait, comment c'est aujourd'hui. Et ça m'a frappée à quel point j'exigeais de mon fils, entre guillemets, un certain niveau de savoir compléter ses besoins physiologiques de base, c'est-à-dire être en capacité de dire là j'ai soif, là j'ai froid, bien vouloir dormir, la quantité nécessaire pour pas être fatigué en permanence, etc. Et pour le coup, pour les besoins d'élimination, etc. Et que moi, pendant très longtemps, j'ai eu un rapport très compliqué à ce niveau-là, mais ça demande de se poser et d'aller voir sa propre histoire, et c'est fou de notamment pour les enfants, où on leur demande assez tôt de faire des choses que des fois, en tant qu'adulte, on n'est pas forcément les plus à même de faire, mais on a oublié, ou justement, on s'est beaucoup adapté, et puis c'est devenu notre norme, alors que ça l'est pas forcément. Ça me fait penser un peu tu disais, j'ai mal au ventre, et donc on m'a renvoyé à c'est normal, ça arrive à tout le monde, etc. Normaliser le fait que les règles c'est douloureux, non, c'est faux. C'est pas normal de souffrir de ces règles, et c'est pareil pour plein d'autres aspects en fait. C'est pas normal d'avoir des fuites urinaires après un accouchement, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires tout court. Il y a plein de choses comme ça qui font que c'est pas une... Enfin, ouais, c'est nécessaire de le rappeler, et puis des fois c'est entendu. C'est aussi à ça que sert le podcast aujourd'hui, c'est que des fois la personne qu'on écoute va avoir fait un bout de chemin que nous, on a besoin de faire. Et ça peut être le déclencheur de ces choses-là. Et c'est super intéressant tel que tu en parles. J'avais envie de revenir aussi sur le fait que tu parlais de la laxophobie et le fait de mettre un mot et de dire « je suis pas toute seule ». Et puis il y a vraiment un peu un tableau clinique dans ce qui m'arrive et qui a été établi. Donc je suis pas toute seule et je suis pas folle. Quelle incidence ça a pour toi de poser les bons mots, parce que tu cherchais beaucoup à comprendre et à poser des mots, hein, une forme de diagnostic sur ce qui se passait. Poser un mot, ça a quelle incidence pour toi? Bah, ouais, c'était ce que je cherchais. Vraiment, je cherchais, de poser, des mots sur, ce que j'avais, de comprendre ce que j'avais, mais plus que de comprendre, vraiment d'avoir, un mot précis. Alors, c'est peut-être parce que je suis trop perfectionniste ou que j'ai besoin de mettre des choses dans des cases. Et ça aussi, ça fait partie du processus d'accepter que tout n'a pas besoin d'être rangé et d'être expliqué, de faire des liens avec des trucs, parce que j'ai besoin que A plus B égale C à chaque fois, et j'apprends à me dire que, il y a une part d'inexpliqué, où il y a des liens avec absolument tout, et c'est ça qui est, je trouve, fabuleux quand on commence à s'intéresser vraiment à qui on est, qui on était, ce qu'on a fait, ce que notre famille a fait aussi. Et c'est très important pour moi de mettre des mots sur les choses, parce que ça met en lumière que déjà, je suis pas folle. Il y a vraiment quelque chose. J'ai un problème entre guillemets. Et donc, une fois que j'ai mis le mot dessus, je peux agir dessus. Mais à partir du moment où je l'ai pas nommé, je peux pas aller de l'avant. Et donc, ça fait partie du processus de guérison. Mais pour le nommer, ça peut être plus ou moins compliqué, plus ou moins complexe. Parfois, tu le nommeras jamais vraiment. Et parfois, j'ai cru le nommer et avoir la réponse. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ou que c'était peut-être 10% de la réponse. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça fait aussi du bien et en même temps, sur le moment, c'est difficile d'accepter, de se dire je pense avoir trouvé une réponse. C'est pas du tout ça. Et donc, d'avoir l'impression de faire un pas en avant, 10 pas en arrière. Pour autant, ça fait partie aussi du processus que d'éliminer les choses, parce que si tu sais pas ce que tu as, au moins tu sais ce que tu n'as pas, et donc ça peut être aussi une part du diagnostic, une part, du processus de guérison. Ouais, c'est un processus que je suggère beaucoup aux personnes que j'accompagne, notamment en lien avec les émotions, par exemple, où on a tendance à avoir un vocabulaire assez pauvre en matière d'émotions, à dire je suis en colère, j'ai peur, etc. Et en fait,
il y a, pour le coup, c'est le thème du podcast, mais il y a de la nuance dans la colère. On peut être de l'ordre de la frustration à la fureur. Enfin, le panel, il est immense. Et bien nommer les choses, notamment au niveau émotionnel ou physique, c'est un peu comme en médecine, si on va chercher un symptôme, ok, mais si on dit juste j'ai mal là, le médecin il va pas aller loin, et ça permet d'aller effectivement dans quelque chose de plus subtil. Et c'est comme quand on disait il y a une signification au mot, poser le bon mot, c'est presque reconnaître cette part de nous-mêmes qui criait, qui disait j'ai envie d'être entendu. Et quand tu l'appelles par le bon prénom, entre guillemets, et ben ça permet que chacun reconnaisse que l'autre est là, et commencer un bout de relation qui soit sur une base plus saine que y a un truc qui gratte, mais je sais pas quoi. Mais c'est exactement ça. Surtout que, comme je disais au début du podcast, depuis toujours, j'ai toujours été comme ça. Je suis vachement introvertie et j'ai du mal à parler, à m'exprimer. Et donc, quand il s'agit de m'exprimer, parfois, j'arrive juste pas à trouver mes mots. Donc, c'est pour ça que ceux qui me connaissent bien savent que parfois je bégaye, que je cherche mes mots, je passe par 10 000 phrases pour essayer d'exprimer juste une chose, juste un concept, et j'ai du mal à vraiment mettre des mots justement sur ce que je ressens, sur ce que je vois, sur ce que je veux vraiment exprimer. Et c'est très compliqué de mettre des mots. Donc, quand j'arrive à mettre des mots sur quelque chose, ça a un gros impact sur moi parce que j'arrive vraiment à nommer et dire bah, c'est ça. Et donc, à comme évoluer vraiment là, pour le processus de guérison, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Juste pour identifier une émotion, je trouve que ça a un impact énorme sur moi. Mais je pense que sur les gens, ça peut le faire aussi. De vraiment dire ben, là je suis en colère, là je suis heureuse. Typiquement, il m'arrivait souvent, et il m'arrive encore là, mais aujourd'hui, maintenant, j'essaye de mettre vraiment des mots sur mes émotions pour comprendre pourquoi je suis comme ça. Mais il m'arrivait souvent, dans mes périodes de gros down, quand quand je disais en gros que j'étais limite dépressive, de me dire mais pourquoi je suis comme ça, enfin, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du journaling, donc vraiment juste d'écrire ce qui me passait par la tête. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte, sans forcément nommer précisément l'émotion qui était derrière, mais juste de me dire, bah, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai pas besoin? En tout cas, parce que même si, comme je disais tout à l'heure, si jamais tu sais pas vraiment ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas en fait? Qu'est-ce que tu veux plus? C'est quoi que tu veux plus du tout là, à ce moment-là, pour essayer de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Et parfois, j'ai pas la réponse, hein, parfois, j'arrive pas du tout à nommer le truc et c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est à force de faire l'exercice aussi que je comprends un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Mais je trouve que c'est très compliqué de mettre des mots sur les émotions. Et encore aujourd'hui, j'y arrive pas toujours. C'est difficile. Il y a des outils qui sont super intéressants là-dessus, et moi je trouve c'est un axe que, à titre personnel et professionnel, j'encourage beaucoup. Enrichir son vocabulaire, et pour ça il y a par exemple la roue des émotions, et c'est super intéressant. Je le fais avec mon fils qui est pourtant petit, mais juste je lui nomme, et puis c'est un peu celui qui clignote dans la tête, qui ok c'est ça. Et puis on peut aussi se relier aux sensations qu'on peut avoir. C'est une illustratrice qui s'appelle Armella, qui je trouve l'a fait merveilleusement bien, avec un schéma qui représente un peu un GPS des émotions, où en fonction de la sensation qu'on peut avoir, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est en expansion, est-ce que c'est plutôt fluide ou ramassé, et ben ça permet d'aller naviguer dans les différentes possibilités et les différents mots de vocabulaire qui correspondent à la grande famille de la colère ou de la joie, etc. Et c'est chouette. Et quand on trouve le bon mot, il y a une forme de soulagement, je trouve. Ça se ressent comme ça, de waouh. Et encore une fois, c'est j'ai été vue, j'ai été entendue, et ça pose quelque chose tout de suite. Et maintenant, on peut passer à l'étape d'après. Mais carrément. Quand tu disais identifier ses besoins, il y a aussi le fait
d'écouter son intuition. Encore une fois, on est l'expert de nous-mêmes. Et parfois, si on se pose la question de quoi j'ai besoin, le premier truc qui nous vient, c'est de faire une grimace, c'est de se déguiser n'importe comment et d'aller faire un sprint dans la rue. Enfin, il y a quelque chose qui peut être totalement jugé inapproprié ou excentrique et qui pourtant est là en fait. C'est pas je sais pas de quoi j'ai besoin, c'est je sais mais j'ai pas envie d'écouter. Mm. Or, des fois, ça prendrait pas longtemps parce qu'on a tendance à remettre au lendemain. Ok, là, j'ai compris que j'ai besoin de repos. Bon, faut que je finisse ma journée. Sauf que ça peut passer par des micro-moments ok, j'ai besoin de repos. Je me pose sur mon fauteuil, même au travail. Je prends 3 minutes pour respirer juste sans rien faire d'autre. Déjà, ça, c'est une forme de repos. Et on n'imagine pas à quel point on peut remplir des besoins d'une manière plus ou moins durable, plus ou moins vite. Mais s'écouter, il y a que ça de vrai, quoi. C'est exactement ça et en même temps, je me suis rendu compte que, quand je faisais ce processus-là d'observer, ce que je ressentais, d'observer mes besoins, mes émotions, il y a une grosse part de moi, qui est dans le déni complet ou qui essaie de comment dire? De me censurer complètement en me disant parce que je me juge. Alors moi, j'ai une capacité de jugement qui est qui est impressionnante et toujours, parce qu'il faut être comme ci, comme ça. Je suis très, très, très sévère envers moi-même et je le suis aussi avec les autres, malgré moi, du coup. Oui, avec ce truc de ok, bon, voilà, j'ai une émotion, laquelle elle est, de quoi quelle émotion est derrière, quel besoin il y a derrière, quelle envie. Et puis quand j'ai la réponse, quand j'essaie de m'écouter, écouter mon intuition, écouter ma petite voix intérieure, je me dis, mais ça peut pas être ça, c'est horrible, mais tu peux pas faire ça, mais tu peux pas faire ça parce que si, parce que ça, parce que comment on va te voir, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, et pourquoi tu ferais ça? C'est inutile, ça ne produit rien, enfin et donc je me pose un milliard de questions et je me dis: «Bah non, alors c'est pas ça mon besoin ou alors il a pas besoin d'être assouvi ou il a pas besoin j'ai pas besoin d'y répondre», voilà, on le laisse là, on le laisse balader et en même temps, vu que je fais ce processus de moi à moi, vu que je l'écris, vu que, je le verbalise pas à l'extérieur, je me dis: c'est pas grave, je» comme si je le refoulais ou comme si on le met de côté, on le reprendra plus tard et on verra et en même temps, parfois quand il y a des situations un peu plus graves ou qui ne me concernent pas que moi à moi et qu'il y a une personne qui est concernée par la situation et que je dois verbaliser la chose, là, c'est un processus qui est vraiment très compliqué parce que comme j'ai du mal à sortir de ma bouche ce que je ressens, quand je le verbalise, je me dis, je prends conscience de l'impact que ça a, de vraiment de ce que du poids des mots, en gros et je me dis: «Ah ben ouais, en fait, c'était pas déconnant» ou «Qu'est-ce que ça fait du bien de le sortir» ou «Il était temps que ça sorte», quoi et en même temps, il y a des fois où je veux juste pas que ça sorte parce que je sais l'impact que ça peut avoir et donc encore une fois, je le mets de côté et on reprendra ce besoin, cette envie, plus tard et c'est difficile, c'est très difficile. L'impact que tu sous-entends, il est de quel ordre? Est-ce que c'est un impact vis-à-vis des autres? Comment ce besoin il est reçu? Ou est-ce que c'est toi parce que ça t'obligerait à te mettre face à une réalité et à faire évoluer les choses si tu veux prendre que ça change? Je pense que c'est un mélange de tout, je suis très, syndrome de la petite fille modèle, surtout ne pas se faire rejeter, ne pas se faire mal voir, ouais, voilà. De toujours être dans les cases, dans les codes, dans les règles, surtout pas faire de vagues et donc s'il y a quelque chose, si je dis quelque chose qui peut, me faire sortir de ça, ça me met dans un inconfort, total et donc je le dis pas. Je le dis pas, je le garde au fond de moi et en même temps, j'aime bien aussi être, clivante et enfin, j'aime bien être clivante. Du moins quand il y a quelque chose qui me va pas, j'aime bien le dire aussi, sans forcément faire, ma grande gueule ou quoi, mais j'aime bien quand même, un peu par exemple là, par rapport à tout ce qui est, relation au corps, sur mon compte, Instagram notamment, j'aime bien un peu dénoncer les pratiques qui, pour moi, me mettent mal à l'aise et pour que j'aime dénoncer. Pour autant, il y a des fois où
je réfléchis à 15 fois: «Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais pas le dire? Comment ça va être perçu? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que je vais pas être rejetée?» C'est difficile. Donc je pense que c'est un mélange de tout. C'est l'impact que ça peut avoir sur les gens, l'impact que ça peut avoir sur moi. Il y a des fois où je sais que ça aura un impact, qui va être très compliqué. Pour autant, la situation, il peut aller mieux. Typiquement dans ma vie, professionnelle, il y avait des fois où j'avais pas forcément envie de dire les choses, mais pour le bien de juste de moi, de ma santé, j'aurais dû le dire avant et pas d'attendre, un certain moment, avant de le dire et parfois j'ai dit les choses alors que j'aurais peut-être dû, ne pas les dire ou pas à ce moment-là ou différemment, enfin j'en sais rien, mais c'est un mélange des 2. C'est beaucoup s'autoriser à être soi, à remplir ses besoins. C'est peut-être parce que la notion de besoin, on a parfois confondu des fois avec de l'envie aussi. J'ai envie de ça, donc j'y ai accès ou pas. Aujourd'hui, on remplit presque plus facilement des envies que des besoins. Or, le seul qui soit vital, qui ne se justifie pas en fait, il n'y a pas à le remettre en cause. Le besoin, il est là. C'est comment on le remplit qui peut différer si c'est d'une manière plus ou moins saine. J'ai faim, c'est un besoin. Après, c'est est-ce que je le remplis en mangeant quelque chose de trop gras, trop sucré, trop salé, ou est-ce que je le remplis avec un apport calorique qui soit adapté? Tout ça, c'est remettre au centre que le besoin ne se justifie pas. Comment tu le remplis, c'est autre chose. D'ailleurs, toi, tu as trouvé le sport et l'alimentation pour répondre aux problématiques que ton corps t'a offert gracieusement. Comment t'en es venu à ce que ce soit ces deux éléments-là qui soient importants et quelle forme ça a pris? Pour retracer un peu mon parcours, sportif, je suis pas du tout une grande, sportive, j'ai toujours aimé bouger, mais j'ai jamais fait de très gros niveau, j'ai fait, à mes débuts, j'ai fait un petit peu de danse, un peu de danse. Bon, mes parents ont essayé de me mettre au tennis, c'était un calvaire, je sais rien faire avec une balle, mais bref. Après j'ai fait énormément d'équitation et ça a été un gros, gros, gros échappatoire pour moi. De base, c'était pas moi qui voulais me faire du cheval et c'est ma mère qui m'y a inscrit, comme ça et Dieu merci qu'elle l'a fait parce que franchement c'était les meilleures années, de ma vie, niveau sportif. Franchement, je me suis éclatée et encore aujourd'hui j'en fais plus parce que c'est compliqué là au niveau logistique et au niveau financier, mais je sais qu'un de mes grands rêves, c'est d'avoir mon cheval donc j'ai fait de l'équitation pendant plus de 12-13 ans, quelque chose comme ça, donc pas à haut niveau, juste, comme ça, loisir. Après j'ai fait un petit peu de fitness comme ça, comme beaucoup de nanas de mon âge à cette époque-là quand j'ai dû arrêter l'équitation et que je faisais mes études. Je regardais des tutos, YouTube là sur les grandes influenceuses, fitness et c'est à ce moment-là justement que, c'était un peu à cheval avec mes TCA, avec, le début de mes troubles digestifs, et donc ça a du lien avec, le pourquoi j'en suis là aujourd'hui et puis un jour, je suis partie en Martinique 2 mois et j'ai pris, quelque chose comme, heu, 4 ou 5 kilos et ce qui est c'est pas non plus énorme, hein, mais pour moi c'était beaucoup trop et surtout je me sentais énormément mal, dans mon corps et je me suis vue dans la glace au quand j'étais en Martinique, je le voyais pas du tout que j'avais pris du poids et je suis revenue, en France et là j'ai dit: «Non, c'est pas possible, faut faire quelque chose». Donc il y avait 2 choix qui s'offraient à moi. Soit j'allais dans une salle de sport, classique, soit j'allais, m'inscrire dans une salle de CrossFit. À savoir qu'une salle de CrossFit, c'est pas du tout le même prix qu'une salle de sport, classique et je m'étais jamais vraiment renseignée sur le CrossFit et en fait, les salles de sport me gênaient, classiques me gênaient énormément, justement parce que, il y avait tout ce truc de les gens te regardent, tu es là, tu es dans ta station, tu fais ton truc tout seul et c'est assez gênant et j'avais surtout pas envie de ça et donc comme ça, sans avoir visité, de salle de CrossFit de ma vie, je me suis inscrite à un cours de découverte de CrossFit et donc là, depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté donc aujourd'hui, ça va faire, quelque chose comme, 5 ans et demi, 6 ans et donc j'y ai trouvé vraiment ma passion. Mais c'était pas une évidence pour moi à ce moment-là, de devenir coach et diététicienne, hein. C'était vraiment pas dans mes projets parce qu'à ce moment-là, j'étais dans mes études, de biologie. Donc ça a un petit peu de lien, mais en soi pas trop parce que j'étais dans l'agronomie donc rien à voir et en fait,
un jour, enfin un jour, non, avec les semaines, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire avec mes études, ça me plaisait pas vraiment. Enfin, du moins, ça m'intéressait. C'était très, très intéressant. J'étais plutôt correcte au niveau études dans ce que je faisais, mais je me voyais pas finir ingénieure en biologie ou que sais-je. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas ma place dans ça. Donc, j'ai décidé du jour au lendemain de tout arrêter. Et forcément, j'ai dit à papa: «Papa, j'arrête les études», et il m'a dit: «Mais pourquoi? Enfin, tu es folle, qu'est-ce que tu vas faire?» Donc je lui ai dit: «Mais t'inquiète pas, j'ai arrêté les études, mais je vais travailler», et j'ai trouvé un job comme ça, à Decathlon, et j'ai travaillé un petit moment à Decathlon, et en fait, je me suis rendu compte que, oh, c'était plutôt cool de faire autre chose que des études, de travailler comme ça. En plus dans une super boîte, Decathlon, j'ai passé des super mois là-bas. En plus, avec le côté sport, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis là, je commençais à réfléchir par rapport à, tiens, tout ce qui était santé, ça m'intéresse. Et est-ce que le sport aurait pas sa place là, dans ça? Et à côté de ça, je faisais de plus en plus de CrossFit. Et, euh, et ensuite, grâce à Decathlon, j'ai déménagé dans une autre ville. Et voilà, je continue à faire mon petit bout de chemin dans ma tête, et je commence à me dire, est-ce que je serais intéressée par le commerce? Est-ce que le marketing? Et en fait, je me dis, ben, pas du tout. Et jusqu'au jour où vraiment là, j'étais au fond du seau, et j'ai dit à mon copain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, je sais que je suis pas dans le commerce, ni dans le marketing ou l'événementiel ou que sais-je. Qu'est-ce que j'aime faire? Et encore une fois, qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Et mettre des mots sur, sur, sur ce que je sais faire, ce que je veux faire. Ça a été très compliqué. Et comme tout dans ma vie, j'ai mariné dans ma tête avec plein d'idées, plein de choses, et jamais à le verbaliser à l'extérieur. Et je me souviendrai toujours, hein, c'était on venait de se coucher, et j'étais vraiment très très mal, et je lui ai dit, bon, je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire de ma vie. Vraiment, j'étais très très perdue. Ça me plaisait ce que je faisais à Decathlon, mais à ce moment-là, c'était un CDD, donc ça prenait fin, et je savais pas quoi faire juste après. Et je lui dis: «Je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire», et donc là, en parlant juste, il me dit: «Mais tu es intéressée par la nutrition, tu aimes, tout ce qui est lié à l'alimentation, manger et cetera». Je lui dis: «Bah ouais, mais bon, en faire, mon métier, peut-être pas», il me dit: «Pourquoi tu ferais pas quelque chose, en lien avec, les animaux?» Parce que, à la base, moi, j'étais dans l'agronomie et ça m'intéressait beaucoup, les animaux. Je suis une fan, d'animaux. En plus d'avoir un cheval, mon rêve, c'est d'avoir une ferme. Bref, je referme la parenthèse. Et donc, je lui dis, bah, ouais, mais soigneur animalier, il n'y a pas de perspective d'évolution, c'est compliqué de trouver, de faire des études dans ça, il faut déménager, c'est pas à côté. Il me dit, bah, si tu le fais pas pour les animaux, est-ce que tu le ferais pas pour les humains? Je lui dis, bah, ouais, quoi, diététicienne? Ouais, je sais pas trop. Et en fait, voilà, on s'est couché comme ça. Et ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi je ne deviendrais pas diététicienne? Et donc là, me voilà 2 mois après, prendre une formation sur le CNED à distance, et me lancer dans le BTS comme ça, diététique à distance. Et il faut savoir que quand même le BTS diététique, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et heureusement que j'avais fait mon cursus en biologie avant, parce que même si ça faisait quand même quelques années que j'avais pas remis la tête dans mes cours, j'avais quand même les connaissances vraiment solides, ce qui m'a permis de quand même bien réussir le BTS à distance, parce que BTS à distance, quand tu n'as pas un bagage scientifique, ça peut être vraiment très compliqué dans le milieu de la diététique. Donc voilà, j'ai fait mes études de diététique, et à côté, pareil, je faisais du CrossFit. Et pendant mes études de diététique, je me suis dit, je compléterai ma formation avec le métier de coach sportif. Donc voilà comment j'en suis devenue à être coach et diète. C'est chouette parce que ce que tu décris, je trouve que ça résume bien le fait que même quand on bifurque, il y a toujours moyen de s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait. Je parle en connaissance de cause, j'ai fait plus d'une dizaine de métiers, dont soigneuse. Plus d'une dizaine de métiers dans des domaines très différents. Et
Et de l'extérieur, socialement, c'est pas accepté d'avoir fait différentes choses, bien que les reconversions sont monnaie courante aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose qui dit que bon, faudrait pas le faire trop souvent non plus. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait une dizaine de fois en 10 ans. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, chaque expérience m'a apporté plein de choses et je m'en sers beaucoup. Alors, on est un peu sur pas sur le même modèle de quand tu fais Pythagore au collège, après, quand est-ce que tu t'en resserres. Je me sers pas de tout, effectivement, mais chaque expérience est une possibilité que ça me serve plus tard. Et je décrivais beaucoup mon parcours comme un puzzle où j'avais pas le modèle et que c'est que quand tu l'as reconstitué que tu vois l'image. Et c'est un peu ça. Et dans ce que tu décris, en plus, c'est de croire que s'autoriser à croire et à vivre, mettre en œuvre le fait d'allier à la fois des passions, des plaisirs et en faire quelque chose. Et je trouve que c'est un objectif qui est chouette parce que ça permet de tenir sur la durée, de savoir pourquoi on le fait, trouver son pourquoi, ce que tu disais, je sais pas qui je suis et ce que j'ai envie de faire. C'est rigolo parce que c'est quelque chose que je propose, c'est un accompagnement que je propose parce qu'il est super intéressant d'aller voir quel est l'élan qui nous motive à faire nos actions. Et on est d'autant plus légitime du coup à parler de notre expertise en ayant pleinement vécu. Ça donne pas du tout la même couleur à nos propos et puis on n'embarque pas les gens de la même façon dans ce qu'on propose. Et pour le coup, il y a plus d'adhésion en fait. Les gens comprennent ton parcours, en plus tu le partages et ça va forcément appuyer quelque part dans les gens qui t'écoutent. Et ouais, c'est le partager, on n'imagine pas à quel point c'est fort de partager son histoire et de la faire vivre pour que les autres puissent s'en inspirer, prendre ce qu'il y a à prendre et puis faire leur propre chemin sur cette voie-là. C'est hyper chouette. C'est ça et j'ai bien aimé ta métaphore là sur le puzzle. C'est exactement ça. Au début, je me disais: «Mais c'est quoi ce parcours atypique? Il y a aucun lien dans ma vie. Pourquoi je suis passée d'un DUT en agronomie à Decathlon et ensuite au CrossFit?» Enfin, je me suis dit: «Mais il y a pas de lien» et en fait, si, il y a du lien, carrément. Déjà parce que pour le côté, scientifique, biologie, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément et qui m'a toujours, passionnée. J'ai toujours, aimé apprendre justement, comment les choses, fonctionnent, notamment au niveau, de la biologie, hein, que ce soit, les plantes, les animaux ou juste le corps humain, ça m'intéresse, énormément. Après dans Decathlon, ce que j'ai aimé, beaucoup, c'est, la relation aux gens. Au début, je me voyais pas du tout vendeuse. Vraiment, c'était quelque chose, je me suis dit: «Bon, ça je le ferai un temps et voilà» et en fait, je me suis rendu compte que, j'étais pas trop mauvaise à ça et que, j'aimais bien moi faire, être dans mon rayon, conseiller les gens sur ma passion. Alors je suis, pas du tout bonne vendeuse, mais j'adore parler avec les gens de ma passion et en l'occurrence, j'étais, justement dans le rayon équitation donc je passais des heures à parler avec des gens, qui étaient passionnés d'équitation et moi aussi. C'était vraiment très, 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 très en même temps inspirant et je faisais ce que j'aimais dans une certaine façon, même si je me voyais pas, travailler à Decathlon, toute ma vie, mais j'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai eu une petite expérience aussi dans l'événementiel, à Decathlon et pareil, j'ai pris encore de l'expérience et après, dans mon cursus, de formation, diète et coach, j'ai eu encore de l'expérience et grâce à toutes ces expériences, mises, bout à bout, j'en suis, là aujourd'hui, mais c'est pas forcément évident, au début quand tu as l'impression de cheminer comme ça, de te dire: «Mais je suis en train de me perdre ou pas?» et en fait, non. Je suis juste, en train d'essayer de m'écouter, de pas faire, je voulais surtout pas me mettre dans un job et qui me plaît pas parce que, je suis pas comme ça. J'essaie vraiment de trouver quand même quelque chose qui me passionne et qui ait surtout du sens parce que quand je fais quelque chose qui a pas de sens, je m'ennuie très rapidement et surtout je suis profondément malheureuse donc j'essaie quand même de trouver du sens à ce que je fais et aujourd'hui, ça tout s'emboîte très bien comme il faut et tout a du sens et grâce à toutes les expériences, beh
Aujourd'hui, je peux quand même avoir, je pense, un projet qui tient la route et qui ait vraiment du sens. Et encore une fois, c'est pas égocentré, vraiment, c'est juste, je, je veux vraiment pouvoir aider les femmes parce que si moi j'y suis arrivée, elles peuvent le faire aussi. Et justement, leur donner les outils pour y arriver aussi, pour leur dire, vous en êtes capable. Il faut pas y voir quelque chose de culpabilisant de si je suis pas encore arrivée, c'est que je fais quelque chose de mal ou quelque chose de cet ordre-là. C'est plus en quoi le parcours de l'autre peut être inspirant et comment l'adapter à mon propre fonctionnement. Être en capacité de faire un chemin vers soi-même et évoluer à ce niveau-là et être dire j'y suis arrivée et du coup les autres y arrivent, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de rajouter de la culpabilité sur le fait de ne pas avoir encore réussi, et c'est surtout comment le faire de la manière la plus adaptée pour soi-même, parce que calquer une méthode, et c'est ce que j'ai l'impression que tu décris par rapport à ton accompagnement, d'être vraiment en lien avec l'histoire des gens et par extension finalement leur fonctionnement, pour s'adapter, pour arriver au même résultat ou à un autre, à celui qui est l'objectif que la personne se met, parce qu'on n'a pas forcément non plus envie d'arriver au même point. Mais ouais, de distinguer l'inspiration de fais comme moi et tu y arriveras forcément, et si tu n'y arrives pas, c'est que t'es mauvais. Non, c'est pas le message du tout. C'est ça. Et, et vraiment, à travers mon projet, je parle de CrossFit, de nutrition, mais ce que j'aimerais vraiment faire comprendre aux femmes qui rejoindront la communauté que je crée, c'est que c'est pas que ça. Et en fait, quand tu as une problématique, voilà, par exemple, tu as une problématique dans le CrossFit, c'est bien. Tu veux acheter une programmation, c'est bien aussi. Mais qu'en est-il de toutes les autres sphères de ta vie? Parce que tout est lié. Et en fait, c'est provisoire de prendre un programme sportif, de prendre une coach, une diète de temps en temps, par-ci par-là, quand j'ai besoin de répondre à un besoin à un instant T. Mais est-ce que tu as vraiment cherché à comprendre pourquoi tu veux cette solution? Qu'est-ce que tu veux dans le fait qu'est-ce que tu cherches vraiment dans le fait juste de faire du crossfit, de vouloir faire de la compétition? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, plus que le simple fait de réussir à faire une traction ou que sais-je? Et encore une fois, c'est juste de s'observer avec du recul et en même temps avec des bonnes lunettes et de se dire mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, pourquoi je fais du crossfit et pourquoi je fais pas du badminton, pourquoi vraiment, qu'est-ce que je cherche à travers ça et comprendre ce que je cherche, ce que je veux, qui je suis pour ensuite justement atteindre ces objectifs. Ok, tu veux faire une traction, mais viens, on va découvrir ce que tu veux avant pour pouvoir le faire. Et aussi, il y a des personnes qui vont avoir un certain type de fonctionnement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Je prends l'exemple de l'attraction, mais il y a une autre personne pour qui ça va pas du tout convenir et qui a besoin un autre fonctionnement. Mais pour savoir quel type de fonctionnement, faut revenir à la base, qui tu es, de quoi tu as besoin, comment tu fonctionnes. Typiquement, là, dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai appris à découvrir ce que c'était, par exemple, les chronotypes. Les chronotypes, à la base, on ne sait pas forcément ce que c'est. Et en fait, c'est quand même vachement important de savoir est-ce que je suis plus performante le matin, est-ce que je suis plus performante l'après-midi, et de se rendre compte que en fait, si le matin t'étais pas du tout productif, c'est pas grave, c'est juste parce que c'est pas ton fonctionnement. Et si t'es productif à minuit, t'es productif à minuit. Si t'es productif à 5 heures du matin, c'est comme ça. Et c'est encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des règles et qu'il y a des choses qui sont imposées ou parce qu'il y a la société fonctionne comme ça qu'il faut forcément les suivre. C'est bien aussi de remettre en question les choses et de se dire, encore une fois, qui je suis, de quoi j'ai besoin, comment je fonctionne. Et dans ces cas-là, de choisir le mode de fonctionnement, le mode d'emploi, le programme, le coach, peu importe, le plus adapté à ma situation. Mais il faut vraiment faire ce travail-là d'introspection et avant même de vouloir mettre en place les choses. Après, ça peut se faire conjointement, hein, de suivre une programmation et ensuite d'adapter, mais voilà. C'est un aspect que tu décris sur le chronotype, et c'est valable aussi en tant que femme au niveau du cycle menstruel, où il y a une incidence
qui est parfaitement négligé par la société, l'incidence que ça peut avoir sur notre productivité. Aller regarder, c'est pas pour en faire moins, c'est simplement pour ne pas lutter contre la vague. Quand il y a une tempête, faut attendre que ça passe, quoi. C'est simplement ça. Et du coup, je sais qu'à titre personnel, ça a changé ma relation à ma propre créativité, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de pourquoi là, j'arrive pas à sortir un texte sur ce que j'ai besoin, à produire du contenu ou quoi que ce soit. À l'instant T, là, il n'y a rien qui sort et puis il faut rien me demander. Et en fait, simplement de me rendre compte que c'est pas valable tout le temps, en fait. C'est cyclique et que, à contrario, sur une autre période de mon cycle, clairement, je suis ultra productive et je suis productive pour tout le reste du cycle où je le suis pas. Et du coup, de simplement programmer mes séances de travail en fonction de ça. Et c'est un exercice super intéressant pour se connaître soi et pour arriver à ses objectifs, comme tu le décris. C'est malheureusement, faut s'autoriser à aller explorer ça et à adapter en fonction de ce qu'on y voit, quoi. Et ce lien justement avec le cycle menstruel, c'est très très important et justement j'essaie de le mettre assez en avant dans le contenu que je produis parce que à la différence d'un homme, même si les hommes ils peuvent avoir leur cycle aussi, nous on a quand même un cycle qui est assez particulier et justement j'ai lu un livre récemment qui s'appelle je crois La femme idéale, quelque chose comme ça, et justement qui parle du cycle menstruel et de comment adapter sa vie à son cycle menstruel. Et donc, la première phase, c'est d'observer son cycle justement pour pouvoir voir quelles sont ces phases, à quel moment j'ai mes menstruations, à quel moment je suis en phase d'ovulation, tout ça, et pour ensuite avoir des stratégies concrètes pour adapter sa vie. Après, ça va être plus ou moins prononcé en fonction des femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément besoin de ça. Pour autant, on est quand même cyclique et je pense qu'aucune femme ne peut le nier, hormis peut-être celles qui, comme moi, ont des troubles gynécologiques et pour qui le cycle, parfois, il est juste pas présent. Mais malgré ça, même moi, là, j'ai pas forcément retrouvé mes règles comme il faut, mais je sens qu'il y a quand même des phases où je suis plus performante dans tel ou tel domaine. Et il y a des fois où faut rien me demander, j'ai juste envie de faire, de regarder Netflix avec du chocolat. Et c'est très difficile à accepter parce qu'on se dit pourquoi je suis pas linéaire, pourquoi j'arrive pas à faire les mêmes choses tout le temps de la même façon. Surtout que là, par exemple, dans le cas de l'entrepreneuriat, il y a personne qui va faire le boulot à ma place. Donc, si je le fais pas là et si je fais pas ce genre d'exercice là à ce moment-là, quand c'est que je vais le faire? Est-ce que je vais pas être en retard? Et c'est très compliqué de s'organiser par rapport à ça. Pour autant, je pense que c'est même sûr, c'est important de regarder son cycle pour justement adapter, ses zones de productivité à tel ou tel endroit pour justement, au final, être, plus effective, plus productive, moins être fatiguée et surtout s'écouter et être, finalement, être, plus heureuse à la fin parce que, aller à l'encontre, comme tu dis, de la vague, de la tempête, ça amène rien de bon. Et aujourd'hui, j'apprends à observer mon cycle. C'est pas forcément, toujours évident parce que ça demande quand même, beaucoup d'observation et donc ça peut représenter aussi, encore une fois, une charge mentale de s'observer, voilà, il y a quand même ça. Mais encore une fois, ça reste, j'ai pas envie de dire un mal pour un bien, mais en tout cas une phase, de d'observation qui peut représenter une certaine charge, mais qui est nécessaire pour ensuite être, se sentir mieux au quotidien et notamment dans le cas du sport, c'est bien d'observer son cycle parce que justement, on va avoir des phases qui vont être, fluctuantes et il y a des fois, on va pouvoir porter, très lourd, il y a des fois, on va pouvoir porter, très léger et être meilleur en cardio, mais il faut le savoir c'est bien de l'anticiper. C'est bien de l'anticiper, de se dire: «Bon, je sais que cette semaine-là, je suis bonne à entre guillemets «à rien» ou juste, je vais faire, des étirements, du yoga et un petit peu de cardio de temps en temps et c'est pas grave. Surtout de pas se culpabiliser parce que c'est comme ça et c'est dur à faire parce que souvent on se dit, «Ça serait bien que je puisse porter, super lourd, 365 jours par an» et en même temps ça se passe pas comme ça. Donc c'est difficile à accepter et c'est bien aussi de l'accepter pour se dire: «C'est comme ça»
Et comme ça me permet de travailler un peu plus mon cardio de temps en temps, un peu plus ma force de temps en temps, et voilà. C'est un peu faire confiance à l'intelligence du corps, parce que des fois, quand on n'est par exemple pas en capacité, dans ce que tu décris, à un instant T à faire la même chose que ce qu'on était capable de faire la veille, ça peut être simplement que le corps il a besoin de récupérer à un endroit où on n'avait pas forcément envisagé de le faire dans son programme. Et donc je trouve ça intéressant d'apprendre et d'investir du temps dans cet apprentissage de soi-même, de comment on fonctionne. Et c'est comme mettre en place en entrepreneuriat une organisation qui nous convient. C'est quelque chose qui demande du temps, de la patience, de tester des choses qui peut être un peu laborieux parfois. Pour autant, c'est aussi gagner en sérénité, c'est gagner en temps, en argent, en tout ça. Et c'est valable aussi bien dans le fait de s'observer et de se comprendre. On voit ça uniquement comme une forme de charge ou comme un coût, mais on n'envisage peut-être pas assez les bénéfices que ça peut avoir. Et il y a des grandes équipes sportives qui commencent à s'y mettre. Je crois l'équipe de foot américaine, l'équipe féminine, où ils commencent à faire varier les entraînements justement à des hauts niveaux sportifs. Donc on n'est pas sur des gens qui peuvent se permettre, entre guillemets, de tester des choses trop comme on le sent. C'est étudié et scientifiquement c'est logique aussi d'aller simplement s'adapter à ce qui est et être dans la résistance. Si on fait le test de quelle sensation tu ressens si tu es dans la résistance, il y a une forme de contracture, c'est rarement agréable, alors que si on est dans le fait de se laisser porter et de s'adapter au mouvement qui vient, là on est tout de suite dans quelque chose de plus joyeux, dans quelque chose de plus fluide. Donc s'appuyer sur l'intelligence du corps, moi, je trouve que c'est sympa. Oui, mais ça peut apporter que du bon. Pour autant, dans mon cas, je suis pas une athlète de haut niveau, j'ai pas des compétitions énormes à faire, à prévoir, et donc je peux me permettre en soi d'adapter mes entraînements à mon cycle, ou d'adapter vraiment mes charges et tout ça. Pour autant, quand il y a une fille qui a des objectifs de compétition, c'est vrai que pour le coup, c'est compliqué. Je me mets à la place de l'entraîneur. Autant quand tu as une athlète, ça va. Autant quand tu as une équipe de foot ou peu importe à coacher, ça doit être très compliqué de prendre en compte tous les cycles menstruels de toutes les femmes, et de jongler avec ça et de dire ok, aujourd'hui on va faire telle chose pour telle personne, etc. Ça doit être super compliqué, et même d'anticiper la date des périodes de règles par rapport aux périodes de compétition, ça doit être aussi compliqué. Mais c'est quelque chose d'important, et c'est pour du mieux, comme tu dis. C'est peut-être un peu chronophage, énergivore de le faire, cette phase d'observation, d'organiser les choses en fonction de son cycle, etc. Mais c'est pour du mieux après, et surtout, je suis persuadée que quand même, quand tu écoutes ton corps, il te le rend fois mille après, et c'est pour du mieux. Alors que si tu es tout le temps en résistance contre lui, non, je porte lourd tout le temps, je vais faire du cardio tout le temps, je me donne à fond tout le temps, et qu'il n'y a aucune période où de relâche, ou justement, ou de période où tu vas aller chercher au fond de toi le max, parce que c'est la bonne période. L'intérêt, c'est vraiment de suivre au mieux son cycle, sans que ce soit encore une injonction à tout prix. Il faut suivre son cycle, parce qu'il y a des fois où, par exemple, typiquement dans les phases de règles, en général, on se sent pas forcément en forme au point de soulever des grosses charges, ou de faire des grosses performances. Mais il y a des fois où c'est pas vrai, et on va se sentir de faire des trucs de ouf. Donc le tout, c'est vraiment de s'écouter limite à l'instant T. Quel est mon programme? Est-ce que je l'adapte? Est-ce que je l'adapte pas? Il m'arrive, par exemple, hier, ma séance, je devais faire quelque chose de assez lourd. En fait, je me suis rendu compte que c'était catastrophique. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais décharger un petit peu, et au lieu de faire le reste de ma séance, j'ai juste envie de faire un petit peu de cardio, un petit peu de bouger, et surtout beaucoup de mobilité, parce que je ressentais à ce moment-là que j'avais besoin de beaucoup de mobilité. Et il y a eu une petite voix au fond de moi, toujours ce oh non, tu suis pas le programme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas progresser, c'est nul. Et il y a une grosse part de moi aussi qui me disait non, mais c'est bon, culpabilise pas, c'est ok. Tes entraînements, ils seront que meilleurs si tu arrives à t'écouter maintenant, plutôt que d'être dans la résistance.
il y a cette part de culpabilité qui est quand même là et qui met une pression, donc c'est compliqué. C'est une image intéressante d'aller discuter avec les différentes parts de soi, parce que souvent il y en a une qu'on a envie de faire taire et puis l'autre qu'on a envie de monter le volume. Or, les deux ont besoin d'être entendus. Et moi, ça me fait penser un peu au film Sixième Sens. Je ne veux pas spoiler, mais il y a l'enfant a peur d'une manifestation parce qu'il se fait un film sur ce que ça induit. Et quand il l'écoute, en fait, c'était pas si dangereux et menaçant que ça. Et ça a permis de faire avancer les choses. Et pour le coup, tant qu'il est dans la résistance, c'est lui qui subit. Et quand il lâche prise, il peut en faire quelque chose. Et c'est un peu, pour moi, le même principe sur le reste. C'est-à-dire qu'on se fait tout un film sur qu'est-ce que ça induit. Or, si on laisse l'opportunité à la chose de s'exprimer, en fait, elle est peut-être carrément à notre service. Et les parts de nous qui peuvent, de prime abord, être de l'ordre de l'ego, par exemple, où il va dire tout faire pour qu'on ne sorte pas de notre zone de confort, qu'on n'aille pas vers de la nouveauté, vers des choses qui peuvent mettre en insécurité. Pour autant, elle a besoin d'être entendue et peut-être que c'était juste, oui, mais j'ai envie de te protéger. Et du coup, on peut juste dire merci à cette part de soi et la remercier de prendre soin de nous, mais que c'est pas approprié dans la situation parce qu'on a besoin d'évolution, parce que plein de raisons, mais parfois juste d'être entendu. Et c'est aussi ça moi que j'adore dans le format témoignage ou les cercles de parole que je peux proposer, c'est on n'imagine pas à quel point être vu, entendu, reconnu, ça peut pas forcément suffire, mais être déjà énorme par rapport aux résultats qu'on aimerait avoir si on prenait complètement en charge la problématique. En fait, en parler, ça libère déjà une charge énorme. C'est évident, c'est sûr. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur mettre des mots sur les choses. Moi, j'aime bien visualiser les petites voix. C'est plus des petits bonhommes, comme si j'avais un bonhomme sur chaque épaule, un peu à l'image de Split pour ceux qui ont la référence, avec différentes personnalités. J'ai un petit bonhomme, c'est la petite Léa, c'est le bébé Léa, c'est une enfant qui a besoin d'être câliné, d'être pris dans les bras. Et j'ai mon petit soldat à côté qui est tout le temps dans oh non, faut pas faire ça, il faut rentrer dans les règles, il faut surtout pas, qui est très très exigeant, très autoritaire, qui est pas du tout indulgent, qui est vraiment sévère. Et j'apprends à les écouter. Avant, je les écoutais pas. Hein. J'ai été encore une fois dans l'autocensure. C'était assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est comme si mon corps et ma tête étaient un peu séparés. Et dans le processus de guérison, et quand justement j'ai cherché à résoudre mes problèmes de santé, j'ai appris à reconnecter ces deux parties de moi, la tête et le corps. Et j'avais toujours ces deux voix, et elles seront toujours là. Enfin, ouais. Il y a ma tête au milieu et les deux petits bonhommes sur chaque épaule. Et elles ont toujours été là. Et je les écoutais pas parce que j'écoute. Si, je les écoutais. J'écoutais plus le soldat que la petite Léa parce que le soldat, il était très, très exigeant et enfin, toujours dans ce truc de ouais, très, très sévère. Je sais même pas comment l'exprimer. Tu vois, encore une fois, j'en perds mes mots, mais le jour où je me suis dit bon, ben, ça serait bien d'aller voir ce que dit le soldat. Pourquoi il me dit autant de choses qui me paraissaient très dures, très noires, très sévères. Et qu'est-ce que me dit aussi la petite Léa? Et qu'est-ce qu'ils se disent les deux aussi? Comment ils se confrontent? Est-ce qu'il y a des pensées qui se rejoignent mais qui sont pas exprimées pareil? Ou est-ce que c'est complètement différent? Et c'est encore toujours ce truc d'observer et d'écouter et d'exprimer. D'exprimer, que ce soit à l'écrit comme j'aime bien le faire, mais aussi à l'oral. Et ça, c'est un exercice que personnellement je trouve compliqué, qu'il y a des personnes qui ont besoin un peu plus de ça. Je pense que j'ai besoin des deux, mais ouais, c'est vraiment... c'est pas une chose facile de vraiment les écouter, encore une fois, de mettre des mots dessus. Et ça fait énormément de bien en même temps.
Ça me fait penser, tu décris le fait de trouver des canaux qui te permettent de poser des mots, de faire des libérations, etc. Et c'est bien d'aller tester, en fait, d'aller tester, est-ce que je suis plus à l'aise à l'écrit, à l'oral, est-ce que j'ai envie de chanter, est-ce que j'ai envie de crier, est-ce que j'ai envie de dessiner, est-ce que, enfin, c'est pas les canaux d'expression qui manquent. Et puis, c'est pas parce qu'un canal nous convient à un instant que ça va être valable tout le temps. Et j'ai envie de faire le parallèle aussi avec le sport, où tu disais que tu avais été d'abord au niveau de l'équitation, même de la danse, et puis tu es tombé un peu par hasard au niveau du crossfit. Et, euh, et donc, tu as testé plusieurs choses avant de trouver celui qui te convient. Et après, la vie n'est pas finie, donc il y a peut-être d'autres choses qui se découvrent. Je suis assez partisane de tester, et c'est pas les sports qui manquent. Moi, j'aime d'abord la notion de mouvement. Et après, il y a encore une fois une nuance infinie de quel sport on a envie de faire. Et puis, à un instant T, cette année, c'est le yoga. L'année dernière, c'était la pole dance. Il y a un peu... ouais, les possibilités sont infinies. Et il n'y a que en testant qu'on peut trouver. Et puis, rien n'est figé. Et on peut tester, aimer pendant 10 ans, et puis complètement arrêter et être sur un autre besoin. C'est valable aussi pour le fait de se faire accompagner. Tu disais, en développement personnel ou en entrepreneuriat, etc. C'est intéressant d'aller voir tel ou tel spécialiste, et surtout d'écouter quelle personne on a envie de voir au-delà de la pratique qui nous appelle. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai une problématique qui va tourner un peu en boucle dans ma tête et dans ma vie. Et puis, au bout d'un moment, il y a une petite ampoule qui s'illumine et qui dit « Ah, tiens, j'appellerais bien telle personne, tel praticien ». Et puis, c'est variable en fonction de la nature, en fonction de la période, en fonction de la cyclicité, etc. Et simplement s'écouter. Et puis, des fois, on se demande quelles ressources on peut avoir autour de nous, et ça peut être juste de formuler la demande dans sa tête, de dire j'aimerais trouver la personne ressource, ou même la formation, le stage, la discussion avec tel ami, on découvre une facette qui fait que je vais pouvoir accéder à un niveau différent de conscience et d'évolution. Et ouais, tester, et puis il y a plein de choses à découvrir, c'est chouette. C'est sûr que rien n'est figé. J'ai commencé par la danse. Encore une fois, j'ai jamais vraiment choisi mes sports à part le CrossFit. J'ai bien aimé. Après, c'était vraiment les sports quand on est petit. C'est un peu les parents qui, qui nous y inscrivent comme ça. Et en même temps, moi, j'ai bien aimé parce que ça me permettait de m'exprimer à ma façon. Dans l'équitation, pareil, je me suis pas. C'est ma mère qui m'a inscrit, mais j'ai trouvé un moyen pour moi de m'exprimer et surtout de trouver des gens avec qui connecter et qui me ressemblaient. Et que ce soit dans le sport ou dans n'importe quelle chose dans notre vie, on trouve toujours le moyen de nous exprimer, que ce soit dans les gestes, dans la parole ou quoi que ce soit. Et j'aimais l'équitation et j'aime l'équitation pour ce sentiment de liberté, de nature, d'être à l'extérieur, de contact avec les animaux. J'aime dans le CrossFit toute cette variété qu'on retrouve, mais parfois j'aime aller courir parce que j'ai besoin justement de vitesse qu'on peut retrouver d'une certaine façon dans le CrossFit, mais j'aime aller à l'extérieur, courir. Euh, J'aime parfois danser. Alors ça, j'aime trop. Parfois je sais pas, ça m'arrive comme ça. Tout d'un coup, je suis sur mon ordi, j'écoute une chanson, et puis là, il y a la chanson qu'il faut pour me faire sortir de ma chaise, et ça part en session de danse parfois pendant 2 heures comme ça toute seule, et je pète des câbles dans mon appart, et ça fait du bien. Et c'est ma façon à moi d'extérioriser, comme un peu quand on voit les chats qui pètent des câbles et ils tournent autour de leur queue comme ça à l'instant T. On ne sait pas pourquoi, bah, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose. Bah, c'est pareil, et donc que ça passe par le mouvement, par l'écriture, par la peinture. Je suis très mauvaise dessinatrice, donc j'évite de dessiner, et parfois même, je colorie. Donc à défaut de ne pas savoir dessiner, je sais au moins colorier. Donc par le coloriage, je me détends parce que je sens que le besoin que j'ai à l'instant T, c'est de me détendre, et donc je fais ça comme ça. Et en même temps,
je pense que c'est parce que j'ai appris à le faire, à essayer d'observer un peu mes émotions et d'y répondre avec les meilleurs outils. Donc, est-ce que c'est quelque chose de doux avec le coloriage ou c'est quelque chose d'énerver complètement et de me faire une énorme séance de CrossFit et voilà. Euh, pour autant, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Encore une fois, ça, on revient à observer ce dont on a besoin. Mais ça fait du bien aussi d'aller voir différents panels, différentes nuances justement d'activités, de possibilités et de trouver dans chaque activité ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et je sais que là c'est pas possible là où je suis, mais j'aimerais bien tester. Enfin, j'ai testé la pole dance et j'ai trouvé ça super. Et j'aimerais vraiment en faire plus souvent parce que justement, je trouve que ça rejoint le côté danse, force et sensualité. Et ça me manque beaucoup le fait justement de ce que j'aimais justement dans la danse quand j'étais petite et ce que je fais là chez moi, de pouvoir danser, m'exprimer à travers mon corps, mais à travers des mouvements ouais, juste à travers des mouvements qui sont pas imposés comme les mouvements qui sont imposés par exemple dans le CrossFit, mais juste ouais, bouger avec des mouvements qui sont à la fois un mélange de force, de sensualité, avec la musique. Je trouve que c'est un sport qui est vraiment très beau, très très beau et qui m'a toujours mis la larme à l'œil parce que au début je trouvais ça, j'avais ce préjugé comme je pense beaucoup, oh le pole dance c'est des filles qui dansent autour d'une barre et c'est des trucs de stripteaseuse, mais en fait pas du tout, ça va au-delà de ça. Et quand je vois les pole dancers, je trouve elles sont fascinantes, inspirantes et c'est pour ça que j'aimerais vraiment me trouver un club pour m'y mettre. Et donc, ça sera encore un moyen pour moi de m'exprimer et aussi une part pour reconnecter encore à ce corps que j'ai longtemps, longtemps mis de côté. Et justement, ça fait partie de ce processus de reconnecter à des sensations, des mouvements, des postures, des gestes qui font du bien. La pole, moi, je pense que ça a été un élément déterminant. Pareil, j'étais attirée depuis longtemps sans forcément, encore une fois, me l'autoriser parce que dans ma tête, la morphologie avait une incidence parce que, est-ce que physiquement, parce que je pratique pas, j'ai eu des périodes où je pratiquais des sports, mais à ce moment-là, c'était pas énorme. Et puis, une initiation à pas cher ou gratuite, il y en a plein dans plein de studios parce que ça se démocratise beaucoup. Et c'était fou. Déjà, c'est une communauté extrêmement bienveillante. Je me suis sentie vraiment très accueillie. Et puis, il n'y a pas de jugement. Pour le coup, j'étais la personne la plus en chair de l'assemblée sur le cours. Pour autant, je ne me suis pas sentie mal à l'aise. Au contraire. Et puis, il y avait des choses qui étaient adapté à chaque morphologie, des mouvements, quelle alternative on peut trouver pour que ce soit tout aussi sensuel et gracieux que juste en évitant ce qui n'est morphologiquement pas faisable à ce moment-là. Ma professeure nous encourageait à se filmer quand on finalisait une chorégraphie ou des choses comme ça. Pour le coup, moi, je faisais de l'exotique ou de la chair dance. Et c'était c'était intéressant de voir, bon, il y a une forme d'auto-jugement assez vite, mais je sais que pour moi, ça a été déterminant d'avoir des fois, sur une fraction de seconde, dire ah, là, je me suis sentie sexy. Et c'est particulier comme sentiment, et je pense que ça a été un point de départ pour dire c'est possible. J'ai touché à ce moment-là, j'ai touché à cette sensation-là. Et ça veut dire que je peux m'y reconnecter régulièrement. Et même si en ce moment, je le repratique pas, je sais que ça a été important. Et je vois beaucoup de femmes autour de moi. En plus, les studios, il y en a de plus en plus. Donc ça devient aussi accessible géographiquement, financièrement, etc. D'aller tester, encore une fois. Bah, si ça nous convient pas, voilà. Et puis des fois, c'est aussi affaire de professeur. Ça match ou ça matche pas avec le groupe, avec les propositions en termes de chorégraphie.
Moi, par exemple, la pole, au niveau physique, je me sens pas forcément, capable. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein, parce que tous les corps, peuvent faire de la pole. Pour autant, j'ai trouvé une alternative qui était l'exotique qui, demande moins d'être sur la barre, mais par contre, en termes de propositions artistiques et de sport, finalement, on est sur des choses assez similaires et donc ouais, c'était un moment, vraiment très agréable, pour moi-même, pour me reconnecter à ma féminité, à mon corps d'une manière générale et ça a posé un jalon sur, m'aimer moi, en fait. M'aimer profondément, peu importe, comment est mon corps. C'est exactement ça et en mars, dernier, dans la salle de CrossFit dans laquelle je travaillais, j'ai organisé un séminaire pour, les crossfitteuses et à la fin, il y avait un atelier, initiation, pole dance et parce il y a un studio de pole dance, dans la salle dans laquelle j'étais et je trouvais ça vraiment très intéressant justement de leur proposer une initiation, pole dance parce que ça rejoignait, la force qu'on retrouve, dans le CrossFit la sensualité qu'on n'a pas dans le CrossFit, mais qu'on a au fond de nous en tant que femme. Justement, en tant que crossfiteuse, parfois, on a un peu cette forme de sensualité, de féminité qui peut comme disparaître, ou du moins les codes de la féminité euh, que la société attend de nous, ou du moins qu'on imagine d'une femme. C'est-à-dire que CrossFit amène quand même à avoir des épaules plus importantes. On perd souvent notre poitrine, on a des abdos. Enfin, c'est assez particulier quand même les codes de la féminité dans le milieu du CrossFit. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de proposer l'initiation à la pole dance pour se reconnecter justement à notre corps. Parce que même si quand on fait du CrossFit, on va se reconnecter à notre corps, à nos sensations, il y a des personnes, je m'en rends compte, notamment celles qui débutent, elles ont aucune conscience de leur corps, elles n'ont aucune conscience ouais, de leur proprioception, vraiment à quel niveau est leur corps dans l'espace. Je pense qu'elles se sont... ouais, elles se sont, censurées, je pense, à un certain moment, de leur corps, comment ils se déplacent, comment elles se sentent et donc le CrossFit permet de se reconnecter à ça et de prendre conscience de comment est notre corps dans l'espace et ça, c'est très important. Pour autant, il y a tout ce côté féminité, sensualité qui est pas forcément, abordé et où on a du mal à faire le lien, et avec la pole dance, je trouvais ça vraiment très intéressant et en plus, avec le côté, la musique, vraiment danser et cetera, je trouvais que c'était très intéressant et je pense que les filles, elles ont vraiment apprécié. Même si, au début, on est un petit peu réfractaire, on se dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire autour d'une barre? C'est pas pour moi» ou je vais être, surtout le «je vais être ridicule», qui est, souvent revenu et se dire: «Mais, ouais, je suis qui pour faire ça, pour me dandiner autour d'une barre?» c'est pas pour moi ou qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et en fait, pas du tout. En fait, au bout de 5-10 minutes, une fois que les professeurs, elles ont montré les mouvements, bah, elles se prennent au jeu, elles ont aimé ça, sans pour autant en faire plus tard ou quoi, mais au moins elles ont vu ce que c'était la pole dance et elles ont pu se dire: «Bah, tiens, est-ce qu'il y aurait pas une part de moi qui aurait envie d'être un peu plus, féminine, sensuelle ou de m'autoriser à l'être et surtout d'arrêter d'être dans ce jugement et comme tu disais, le fait de se filmer sans se juger, le jugement il est je pense toujours présent, mais c'est aussi bien de pas se juger et de se dire: «Bah tiens, est-ce que là je serais pas en train de reconnecter à une part de moi qui a envie d'être un peu plus féminine ou de reconnecter à cette féminité que je m'autorise pas à être parce que je me juge ou parce que c'est pas forcément ce qu'on attend de moi ou pour n'importe quelle raison qu'on se donne. Ouais, c'est super intéressant. Tu as vraiment une approche, holistique finalement de quand bien même tu as une cible assez définie, que ce soit au niveau entrepreneurial ou à qui tu t'adresses, pour autant, c'est très ouvert dans ce qui est abordé et ça me parle beaucoup. C'est important pour moi de proposer,
autre chose parce que comme je le disais, le CrossFit c'est bien, la nutrition c'est bien, mais il y a pas que ça et si je peux leur apporter d'autres outils pour, encore une fois se connaître, voir ce qu'on aime, découvrir ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on refoule, plus ou moins, c'est important et c'est pour ça que quand j'ai organisé ce séminaire-là, je trouvais intéressant, de proposer le pole dance, mais ça aurait pu être autre chose. Il y avait aussi des ateliers, avec, c'était une kiné et une sage-femme et la kiné, elle proposait des exercices pour le renforcement du périnée. Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi Mmh. que les fuites urinaires, oui, c'est un problème, hein, faut quand même le rappeler. C'est problématique, donc c'est de vraiment leur apporter tout un panel d'outils et elles choisissent, elles, les outils qu'il leur faut à l'instant T. Et là, ça aurait pu être le pole dance, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est une approche à 360 que je veux vraiment leur offrir. D'abord par la création de la communauté que je suis en train de faire, puis plus tard, ça sera par le coaching. Mais à terme, j'aimerais vraiment leur proposer quelque chose de 360. C'est vraiment très important de faire le lien avec tout et en même temps, on peut pas le faire du jour au lendemain comme ça, à se dire ok, je pose tous les bases, qui je suis, machin, mais c'est de le faire au moins ce cheminement et au moins d'initier la chose et de peut-être pas tout comprendre, pas d'avoir les réponses du jour au lendemain, mais au moins de leur offrir la possibilité de le faire et d'avoir du lien avec tout dans leur vie. Et c'est, d'une manière générale, le le milieu du développement personnel, on pense que, notre évolution, elle est, un peu, ascensionnelle, elle est un peu, par paliers comme un escalier. Or, je sais pas quelle vision tu as, de l'apprentissage. Moi, je serais plus sur une vision un peu 3D et quelque chose qui est pas si net que ça entre quand j'évolue vers quelque chose qui me convient ou alors j'ai l'impression de revenir en arrière, mais en fait, c'est peut-être juste pour revoir une base et du coup, de revenir. C'est pas parce que, par exemple, on prend un programme et que bah, on n'a pas été à fond sur chaque étape du programme que ben, ça va pas planter une graine et puis qu'on ne peut pas y revenir et puis qu'en fait c'était peut-être juste la forme qui nous a pas parlé mais le fond avait besoin de mûrir un peu insidieusement de son côté. Enfin, ne pas se juger même dans ce parcours-là, c'est super important parce que ça permet ben, d'aller plus vite aussi des fois. Si on se juge, on se rajoute juste un boulet qui n'était pas spécialement nécessaire. Non, c'est clair. Comme la culpabilité. Ah oui, c'est ça. C'est assez difficile à conceptualiser, tout ce cheminement, en fait, d'introspection et en même temps, il y a une part de moi qui a envie de encore une fois, de dire, A plus B égale C et donc comme ça de cheminer et d'avoir un truc hyper linéaire et ascensionnel et en fait, le tout c'est d'accepter que, même si tu penses avoir évolué, en fait, toute ta vie, tu es en constante évolution et en même temps, demain, tu seras pas meilleur que hier et tu fais ton petit bout de chemin comme ça et la Léa qui avait des TCA, elle n'est pas forcément moins bonne que la Léa d'aujourd'hui qui a pris connaissance de tout ça. C'est juste que ben, on a les outils qu'on a à l'instant T et on fait toujours du mieux qu'on peut et c'est juste que ben, je vais avoir une perception différente, mais peut-être que dans 5 ans, je vais avoir une perception différente de mon histoire et c'est juste que ben, on grandit avec des briques et elles s'accumulent, mais en même temps, ben, je ne sais même pas comment le visualiser. Tu disais le 3D, mais c'est exactement ça. C'est comme si tout se mélangeait en même temps, tout le temps, et on fait comme on peut. Et il va y avoir des briques qui viennent de temps en temps, d'autres qui partent, et c'est comme ça. Et le tout, c'est d'accepter que tout est en constante évolution, et ce qui te convient là aujourd'hui va pas te convenir demain. Et puis voilà, et c'est pas parce que tu as trouvé une réponse aujourd'hui que ça sera la même demain, et ainsi de suite. C'est difficile à conceptualiser, mais c'est la vie. C'est c'est chouette, ça, je te rejoins. J'aimerais te demander, là, si c'est OK pour toi
qu'on s'arrête par là. Ça fait déjà 2 heures qu'on papote. Ouais. Merci pour tout ce que tu as délivré. C'était très précieux et j'ai passé un très bon moment. De Est-ce même. que tu peux me partager avec quoi tu repars? Quelles sont les choses qu'on a abordées que tu as envie de mettre en évidence? Je pense que la clé de tout, c'est, la connaissance de soi. Vraiment, si on peut retenir quelque chose de cet épisode-là, c'est vraiment de revenir à la base de qui on est, qu'est-ce qu'on aime, que quelle est notre histoire, quelle est l'histoire de notre famille, parce que c'est vraiment très important. J'insiste sur la famille. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance de connaître leur famille et c'est dommage et en même temps on fait avec ce qu'on a, mais c'est important aussi de comprendre un peu, l'histoire de notre famille parce que ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, sur nous et pas juste, nos parents, hein. C'est vraiment d'aller essayer de remonter le plus loin possible. J'ai fait ce travail-là, il y a quelque temps parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je connaissais absolument pas ma famille et j'ai retracé mon arbre généalogique le plus lointain possible et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment très enrichissant, très intéressant et surtout encore une fois, de faire du lien avec, ce qui nous arrive aujourd'hui parce que, bah, les mémoires de famille et ce qui se passe finalement dans notre corps peut aussi s'expliquer, par ce qui s'est passé, dans notre famille, par notre, héritage et vraiment la connaissance de soi, de notre famille, c'est je pense la clé de tout pour, trouver des réponses, des solutions et pour nos problématiques actuelles et hormis, les problématiques juste pour savoir où aller et être vraiment bien dans ses chaussures quoi, dans ses baskets vivre, la vie, du mieux qu'on me du mieux qu'on me du mieux qu'on peut et du mieux possible, ce que je voulais dire et voilà, ouais, vraiment la connaissance de soi, c'est très important. C'est une belle conclusion, j'approuve. Je te remercie beaucoup Léa. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je remercie chaleureusement mon invité pour ce bel échange et pour sa confiance. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me faire des retours en commentaire sur les réseaux. Et si vous souhaitez vous aussi que l'on chemine ensemble, à travers le podcast ou à travers mes accompagnements, je vous invite à m'écrire par le canal qui vous sera le plus confortable dans les liens proposés en description. Je me ferai une joie de venir à votre rencontre. Merci également à Lionel Antoniente pour avoir créé tout spécialement la musique de ce podcast. Le prochain épisode sera diffusé dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. À tout bientôt.